Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Je suis Romain Flelou, le cofondateur de Cosmo Connected. Nous allons commencer ce webinar, notre troisième webinar, avec trois invités de marque. Mais avant tout, je voulais vous présenter un petit peu le Cosmo Safety Tour. Alors, je vais laisser le son. L'objectif, en fait, pour Cosmo, c'était de mener des actions un petit peu de prévention avec tous les acteurs de la micromobilité. Donc, on avait fait une opération le 9 mars dernier à Paris avec tous les acteurs de trottinettes, de vélos électriques et aussi de city scoot. Donc, l'objectif, c'était de faire des actions de prévention, d'échanger aussi sur les sujets de micromobilité, de santé et de sécurité. Aujourd'hui, on s'adapte un petit peu à la situation. On est tous confinés. Alors, par chance, on y voit un petit peu le bout, on l'espère tous. Et donc, on est là un petit peu pour aussi discuter avec trois invités de marque sur ces sujets de post-confinement et comment la mobilité urbaine va évoluer. Donc, vous êtes tous déjà en train d'arriver. Merci d'être là. Je vais vous présenter nos invités. Voilà, alors je vais inviter sur scène, s'ils le sont déjà, Damien Pichereau. Salut Damien. Bonjour à Damien Pichereau, député de la Sarthe, président du groupe d'études véhicules terrestres à l'Assemblée nationale. Je suis issu du monde de la mobilité puisque j'étais salarié dans le monde de l'automobile et mon papa était conducteur de car scolaire, donc j'ai toujours baigné dans le transport, dans la mobilité. Aujourd'hui, j'utilise aussi le vélo. Super. Et merci à toi. Nous avons aussi Fabrice Furlan. Est-ce que tu es là, Fabrice? Oui, bonjour Romain, bonjour à toutes et tous. Donc Fabrice Furlan, je suis le président de la FP2M, qui est la Fédération des professionnels de la micromobilité. Je suis fondateur d'une société qui s'appelle Plume, qui propose des solutions de micromobilité en entreprise. Et par le passé, et encore très récemment, j'étais l'ex-directeur de l'offre internationale de la marque Oxello chez Decathlon. Quelques années, non? Depuis quelques années, puisque j'étais à la naissance de cette marque en 2008. Et depuis 2008, voilà, dans la mobilité au travers des engins de micromobilité, notamment trottinettes. Super, merci Fabrice. Et nous avons aussi Adrien Lelièvre, qui est là, qui va se présenter rapido. Salut Adrien, comment vas-tu? Attends, hop, je t'enlève le micro, pardon, on ne t'entendait pas. Salut. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adrien Lelièvre, je suis journaliste aux Échos et je suis en charge de la couverture des startups de free floating, qu'il s'agisse du vélo, des trottinettes et des scooters. Et je suis aussi l'industrie du cycle et l'industrie de la micromobilité. Et puis au quotidien, en ville, j'aime surtout me déplacer à vélo et en transport en commun. Bon, super. Écoutez, merci en tous les cas à tous les trois d'être là et à vous tous de nous suivre. Donc, on a Pauline aussi qui vous écrit sur le chat. Vous pouvez voir, vous pouvez communiquer à tout moment, poser des questions et bien sûr, on essaiera d'y répondre. Et on a aussi des sondages que chacun des invités vous poseront pendant la durée de ce webinar. Donc, en tous les cas, merci à tous les trois d'être là. On va parler un petit peu déjà de l'actualité et surtout du monde de demain. En tout, comment ça va, Damien? Ça va. Comment ça se passe, ce confinement? Assez exceptionnelle qu'on connaît, une crise, je pense, en tout cas, moi, je n'ai jamais connue et qu'on n'a pas connue probablement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et encore, je pense qu'elle est encore un peu différente. Donc, on a hâte que tout ça reparte. Ça prendra du temps. Sincèrement, on a une première étape qui est lundi prochain. Moi, sur mon département, j'ai plutôt la chance qu'il y ait eu assez peu de cas. Comparativement à d'autres, je pense notamment au Grand Est, je pense à l'Île-de-France, mais on a hâte que tout cela reparte et on a hâte de se revoir, même si finalement ces nouvelles techniques de vidéoconférence nous permettent aussi de discuter, de débattre d'une nouvelle manière et c'est assez intéressant. Oui, c'est pas mal. On va dire ça fonctionne relativement bien. Fabrice, je te pose la même question. Comment ça se passe le confinement depuis le Nord? Oui, depuis l'île, le confinement voilà, nous amène à une nouvelle façon de travailler avec des nouveaux outils
Et je pense qu'elle remet aussi un peu en question notre rapport au travail, comme quoi on est capable aussi de travailler avec des outils performants à distance. Hein. On voit les vertus aussi du télétravail. C'est pas pour autant que les journées sont moins chargées. J'ai le sentiment de les vivre de façon plus dense et, euh, et voilà, sans sas de décompression, puisqu'il y a les enfants aussi sur lesquels il faut accompagner les devoirs. Hein. C'est l'actualité de tout le monde, donc on y est tous concernés. Et donc voilà, donc c'est assez intense, mais moi j'apprécie cette période. Effectivement, on vit quand même voilà un coronavirus avec un drame qui est sanitaire, mais il y a quand même des effets collatéraux qui sont plutôt positifs parce que ça remet en question, comme je le disais, notre rapport au travail. Notre rapport aussi à la distance sociale, et puis notre rapport aussi à la consommation, puisque ces sujets-là, on les vit, on redécouvre une nature qui reprend un peu son pouvoir tout autour de nous. Hein. Moi, on faisait encore la réflexion hier, j'étais dans des échanges téléphoniques ou dans des visioconférences sur lesquelles on me dit bah, tiens, c'est marrant, on entend des oiseaux. Donc c'est assez sympathique parce que faut couper les micros. Faut couper les micros. Voilà, exactement. Mais ça, c'est rigolo parce que ça humanise un peu ces échanges, parce qu'on est dans des conditions qui sont différentes et ça remet un peu de naturel dans tout ça. Et au-delà de la nature qui reprend un peu ses pouvoirs, et puis notre façon de se déplacer, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, hein, qui doit reprendre une part importante. Déplacement. Et même si le sujet, c'est la distanciation sociale, je pense que le sujet et le débat doit aller beaucoup plus loin. Exactement. Donc voilà, c'est ma façon de le vivre avec beaucoup d'enthousiasme malgré tout, parce que j'apprécie quand même beaucoup de ces aspects. Bon, c'est cool. Et toi, Adrien, tu n'as pas chômé ces derniers temps. On le voit, tu es hyper actif et puis tu as de plus en plus j'ai envie de dire, de succès et d'audience sur tous tes articles. Comment ça se passe un petit peu ce confinement pour un journaliste mobilité? C'est une période qui est totalement fascinante parce qu'on assiste à une chute spectaculaire des déplacements. Normalement, en face de mon appartement, je vois par exemple chaque jour le tram circuler, des voitures circuler, des vélos circuler. Et en fait, pendant quasiment 2 mois, la rue était complètement déserte. Et je pense que tous les Français ont vu ça depuis leur domicile. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel sera l'impact de cette crise finalement dans le monde de demain. Parce que est-ce que les gens vont reprendre leurs habitudes de mobilité ou est-ce que justement cette crise va faire changer les habitudes des habitants? C'est la grande question que je me pose et je pense qu'on aura sans doute la réponse à partir de lundi prochain. On verra si le monde a changé ou pas. Okay, tu vas aussi poser des questions sur les sondages pendant ce webinaire. Alors, c'est une journée importante aussi puisqu'il y a un discours qui va être annoncé tout à l'heure, normalement je crois vers 16h, hein, si c'est toujours maintenu. Damien, toi qui es élu, comment tu peux nous expliquer un petit peu ton implication dans ce monde de la mobilité urbaine? Tu es aussi un acteur sur la partie de la LOM. Comment tu peux expliquer un petit peu alors tu n'as pas parlé de ton parcours, mais quelles sont un petit peu tes actions depuis ces derniers mois et puis surtout comment tu vois l'avenir d'action autour de la LOM? Est-ce que ça va changer? Alors, est-ce que la LOM va changer les choses? Oui, certainement, c'est sûr, et ça doit même être décorrélé totalement de la période qu'on vit actuellement, parce que la LOM n'a pas du tout été prévue pour cette situation exceptionnelle. Il faudra peut-être d'ailleurs repousser un petit peu les échéances, notamment pour l'entrée, parce que ça risque d'être un peu compliqué, considérant que les élections sont repoussées. On va être obligé probablement de revoir certaines échéances. Après, est-ce qu'il faut adapter la LOM à cette période particulière? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il faut des adaptations nécessaires, évidemment, à cette période, et on le voit, les collectivités le font avec des pistes cyclables temporaires, notamment qui permettent justement de faire face à ce recours au transport individuel, parce que le vrai défi de ce déconfinement en matière de mobilité, c'est qu'on va être face à une situation inédite. Je vais essayer de parler un peu plus fort. On va être face à une situation inédite
où en fait on va avoir de plus en plus recours sur une courte période, finalement sur un court terme, à des transports individuels. Donc la question c'est quel type de transport individuel? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est la marche à pied? Est-ce que c'est la trottinette? Est-ce que c'est le vélo? On a connu une période qui, d'un point de vue environnemental, a été plutôt bonne. La qualité de l'air est meilleure. On n'a pas envie que demain, on ait une multiplication des véhicules sur les routes, des véhicules polluants. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aussi lutter contre cela en mettant en place des pistes temporaires pour faire en sorte que les gens prennent le vélo, les gens reprennent la marche à pied. Et je pense que sur ce point-là, la saison et le temps nous aident beaucoup. Puisqu'on va être sur des temps un petit peu plus beaux, un peu plus ensoleillés. Donc, naturellement, les gens vont reprendre leur vélo. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le gouvernement a lancé l'offre coup de pouce des 50 € pour pouvoir réparer son vélo chez des réparateurs agréés. C'est pour faire avant tout une petite forme de lumière et de rappeler aux gens qui ont un vélo dans leur garage ou dans leur cave qui peuvent mettre 2 chambres à air et puis aller au travail avec sans problème, que ce sera vertueux et que si on est vigilant, c'est quand même plutôt sécurisé, même si j'ai eu un accident, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, il y a quelques mois. Je sais qu'il va nous en parler. Au niveau de la LOM, en 2 mots, parce que pour les gens qui ne savent pas, voilà, préciser ce qui a été voté sur le décret. Alors, tout à fait. La LOM, ce n'est pas un catalogue de procédures, de procédures ou de lois ou de changements. On me dit souvent, mais qu'est-ce que vous prévoyez dans la LOM pour? J'ai envie de dire, finalement, pas grand-chose, parce que l'esprit de la LOM, c'est de dire qu'il nous faut de la flexibilité. La mobilité aujourd'hui, elle ne se réfléchit pas de la même manière quand on est dans le 15e arrondissement parisien ou quand on est à Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe. Très clairement, les enjeux ne sont pas les mêmes aujourd'hui, et face à ces enjeux différents, on a besoin de réponses aussi différentes. Et c'est l'objectif de la LOM, c'est de fixer avant tout des autorités organisatrices qui vont être là pour gérer la stratégie et la politique de mobilité sur leur territoire. Et donc, on pense que la bonne échelle, c'est la communauté de communes, qui peuvent être une seule ou même plusieurs sur des syndicats mixtes, qui représentent finalement le bassin de vie des gens et qui vont pouvoir mettre en place, développer des offres de vélo, de covoiturage, de free floating aussi également au sein de leur territoire, avec vraiment de la dentelle et de pouvoir faire en sorte de répondre aux enjeux de tous les territoires et de mettre en place l'ensemble des mesures qui permettent de pouvoir se passer au maximum de la voiture, ou en tout cas de lutter contre l'autosolisme. Ça, c'est la partie vraiment collectivité. Après, on a toute une partie sur les entreprises. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard avec les plans de déplacement en entreprise, le forfait mobilité durable qui ont été mis en place. On a une partie aussi sur l'innovation, et on a une forme de fourre-tout, comme on l'appelle, qui était le dernier titre, qui réunit aussi bien des questions sur le portuaire que des questions sur le permis de conduire, par exemple. C'est une loi qui était vraiment très, très large. C'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à la discuter, à mon plus grand bonheur. Et maintenant, on attend qu'elle soit mise en application et peut-être adaptée aussi aux enjeux de demain et à des choses qu'on aurait pu ne pas voir. Du coup, je te pose la question, en quoi la LOM va permettre un petit peu d'aider, de mieux répondre aux enjeux sanitaires, un petit peu de la sortie du confinement, en fait, post-Covid, comment la LOM tu penses, va pouvoir permettre de jouer un rôle important? C'est une question compliquée parce que la LOM, il y a beaucoup d'actions de la LOM qui ne sont pas encore mises en place parce qu'elle vient quasiment d'être votée en réalité. C'était il y a quelques mois, mais on a quelques décrets qui sont déjà sortis. Décrets, je pense, sur les trottinettes qui a été longuement discuté et âprement négocié. Je repense à des débats qu'on avait eus sur la vitesse, notamment maximale de ces trottinettes, qui étaient des débats très intéressants et très âpres, y compris avec le gouvernement, je ne vous le cache pas. Donc, c'est vraiment sur la LOM, sur la période actuelle, ça va plus être de l'adaptation réglementaire point par point que vraiment la LOM qui va pouvoir régler les On a déjà beaucoup de questions de nos participants, donc tu auras l'occasion aussi de regarder, on y répondra. Fabrice, toi de ton côté, au niveau, en tant que président de la Fédération professionnelle et micromobilité, tu peux expliquer un petit peu l'objectif de ta fédé et quelles étaient un petit peu les actions que tu as entrepris. Tu as sûrement travaillé avec Damien et quel est un petit peu ton point de vue là-dessus?
Alors, déjà pour présenter la FP2M, donc c'est bien une fédération qui représente les professionnels de la filière de la micromobilité. Alors, ce qu'on entend par micromobilité, c'est tous les engins de déplacement personnel, motorisés ou non, hein, donc trottinette électrique, overboard, monoroue, gyropode, tous ces engins-là qui sont hors du vélo. Et donc, c'est tous les professionnels qui œuvrent dans ce terrain de jeu pour une mobilité différente et élargir justement l'offre des mobilités. Donc, nous, on traite plusieurs sujets qui sont le tronc en commun et l'intérêt commun des différents professionnels. Donc, on parlait de la LOM. Bien quand Damien dit que la LOM est complexe et très très complet, mais c'est à juste titre parce que la mobilité elle est complexe, elle est différente partout. Elle n'est pas la même en ruralité, en périurbain ou en centre-ville ou en hypermétropole. Voilà, les sujets sont pas que mono-engins, hein. Les engins sont tous différents, donc il y a beaucoup de sujets, ce qui fait que la LOM est complexe, mais la LOM est un cadre général. Nous, on a eu l'occasion d'accompagner différents sujets, notamment un depuis 2016, qui est le fameux décret d'application qui permet de rentrer dans le code de la route les engins de déplacement personnel. Donc, pas que trottinette électrique, mais l'ensemble des engins de déplacement personnel. Donc, ce décret, il est très clair, hein, ça date depuis 2016 qu'on travaille ce sujet, hein, juste avant les assises de la mobilité. Et depuis octobre 2019, ce décret est en application, c'est-à-dire que tous les engins de micromobilité ont l'obligation de circuler sur les voies cyclables, les zones à 30 ou le cas échéant sur la chaussée, et interdiction sur trottoir. Donc ça c'est pour faire simple, c'est sur les mêmes voies de circulation que le vélo. Donc voilà, avec une vitesse limitée à 25 km/h, engins qui sont interdits à moins de 12 ans, avec des obligations d'assurance, de port d'éléments de visibilité dès qu'il fait nuit ou dès que ça s'assombrit. Enfin voilà, il y a tout un nombre d'éléments. Et c'est dans le code de la route, et ça permet de légiférer, et surtout de donner la possibilité aussi au pouvoir public de légiférer, et dès lors que ça sort du cadre, c'est-à-dire que des personnes qui utilisent sur trottoir, c'est une amende qui s'élève à 135 €. Dès lors que des personnes utilisent des engins, c'est une amende de classe, je sais que la classe c'est classe 4 ou classe 5, mais en tout cas c'est 1 500 €. Enfin voilà, c'est tout ce cadre général qui est donné et qui permet aussi de sécuriser la pratique, parce qu'on sait très bien que c'est un peu comme en voiture, hein. S'il n'y a pas de code de la route, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, ce cadre qui est donné permet d'avancer sur la notion de sécurité, puisque on met les mêmes engins, vélo ou trottinette électrique, sur les mêmes voies de circulation, aux mêmes vitesses, parce qu'on sait très bien que c'est les différentiels de vitesse qui sont source d'accidents. Et on les met plus avec des piétons sur des trottoirs où là, la vitesse est de 6 km/h. Donc ce décret, en fait, légifère tout ça pour un caractère de sécurité. Donc la FP2M, c'est pas que ça, hein, c'est aussi d'autres sujets. Il y a la notion de marché, de baromètre. J'en reparler un peu plus tard quand on arrivera sur ce sujet, mais il y a aussi les notions de filière de recyclage, hein, puisque en plus l'actualité fait que on consomme différent. Nous, on a déjà lancé la filière de recyclage pour les engins de micromobilité. Et puis il y a aussi la partie normes et homologation des produits. Donc, on traite depuis quelques années au niveau européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une exigence sur les produits qui est plus importante. Et c'est dans le futur des engins qui sont encore plus durables, plus sécuritaires et plus aboutis pour une meilleure circulation et une meilleure sécurité des personnes qui l'utilisent. Donc, c'est tous ces sujets. En 2 mots, vous êtes combien aujourd'hui? Il y a combien d'adhérents pour la Fédé? C'est quelque chose c'est une trentaine d'adhérents, et c'est pas uniquement sur les engins. Hein. Donc effectivement, il y a les concepteurs, les importateurs, les industriels qui sont autour des différentes natures d'engins. Et il y a aussi toute la partie entretien maintenance, hein, qui va se faire aussi sur le SAV. Il y a aussi toute la partie assurantielle, puisqu'il y a sur les engins motorisés, il y a des obligations d'assurance. Donc les assurances aussi font partie aussi de cette fédé pour traiter aussi ces sujets-là. Donc c'est toute cette sphère de professionnels. Super, merci Fabrice. Adrien, toi de ton côté, ton point de vue un petit peu sur ces sujets LOM. Alors c'est une grosse actu que tu as suivi depuis un petit moment. Il
il y a beaucoup de questions. On les prendra peut-être un tout petit peu plus tard. On va voir un petit peu ton ressenti sur ces actions et puis sur ce que va être ce qu'elles peuvent peut-être engendrer pour demain. Oui. Sur la LOM, c'est compliqué de la résumer en 2 minutes. On voit, on en parle beaucoup. Il y a plein de projets. C'est clair. Ça, je pense qu'il a donné, Pointès, il a donné beaucoup de cheveux gris aux députés depuis quelques mois parce que ça a été extrêmement complexe. Mais en tout cas, c'est une énorme boîte à outils. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est aux autorités organisatrices des mobilités et aux entreprises finalement de s'emparer de ces outils pour, à leur échelle, proposer de meilleures solutions de mobilité au déplacement. Donc, on verra dans les prochains mois quel sera finalement l'impact concret de cette loi. Mais en tout cas, c'était une loi qui était nécessaire parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de grande loi sur la mobilité depuis très longtemps. Sauf qu'en fait, la mobilité évolue très vite. Aujourd'hui, la mobilité, elle est connectée, notamment. Il y a de nouveaux engins qui apparaissent. Il y a de nouveaux services qui sont proposés dans les villes. Donc, il était important que le gouvernement en fait s'empare de cette question pour enfin légiférer et donner de nouveaux outils aux autorités organisatrices de la mobilité. Donc, on verra dans les prochains mois ce que ça donnera. Merci. Du coup, on peut parler un petit peu justement du marché de la petite transition. Il y a pas mal de chiffres qui ont été présentés, mais je peux rester sur toi, Adrien. Notamment, les chiffres ont été publiés la semaine dernière et bien sûr, Fabrice pourra aussi présenter les chiffres que la FP2M a annoncés. Donc, il y a clairement une explosion un petit peu des usagers des nouvelles mobilités, du vélo, de la trotte. Toi qui vis ça depuis un petit moment, quelle est un petit peu ton analyse? On voit que ce sont des véhicules qui ont la cote, tout simplement, parce que je pense que les Français s'aperçoivent que c'est quand même extrêmement pratique de se déplacer à vélo ou en trottinette dans les villes. Et je pense que la progression va continuer dans les prochaines années. Quand je discute avec les professionnels, honnêtement, ils sont assez optimistes parce que je pense qu'on est au tout début de la courbe, si vous voulez. Et quand on regarde, par exemple, les chiffres des ventes de trottinettes électriques entre ne serait-ce que 2016 et 2019, ça a explosé. Et je vois pas, en fait, ce qui pourrait arrêter ces modes de transport parce qu'en fait, ils cochent quasiment toutes les cases dont on a besoin finalement pour décarboner les transports. Ce sont des véhicules qui sont extrêmement pratiques en ville, ce sont des véhicules qui sont silencieux, ce sont des véhicules qui n'émettent pas de CO2 en circulation. Ce sont des véhicules qui coûtent quand même pas très cher quand on compare par exemple les prix des trottinettes électriques ou par exemple des vélos électriques par rapport à une voiture. Ce qui manque finalement pour faire encore plus décoller ce marché, je pense, c'est des infrastructures parce que vous avez beau avoir la meilleure trottinette ou le meilleur vélo possible, si vous n'avez pas une piste cyclable sécurisée qui vous permet d'aller au travail, d'aller à la salle de sport pour déposer votre enfant, ou si vous n'avez pas non plus des parkings sécurisés pour attacher votre vélo, pour recharger ou pour stationner votre trottinette électrique, eh ben, vous n'allez pas forcément utiliser ces modes de transport. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un usage qui est croissant. Il y a une envie, je pense, de la part des Français d'utiliser ces nouvelles mobilités. Maintenant, il faut que les villes s'adaptent pour favoriser leur développement. Et pour ça, il faut leur faire de la place sur la chaussée. Et en fait, c'est pas sorcier. Hein. Dans les villes, la place, elle n'est pas illimitée, hein, sauf si on décide de raser les murs des maisons ou des immeubles déjà existants. En fait, il faut tout simplement diminuer la place de la voiture pour faire de la place pour ces nouvelles mobilités, pour que les gens puissent les utiliser en toute sécurité. Pour moi, ça, c'est un des grands enjeux des prochaines années. Un discours qui est de plus en plus, souple. Il y a encore 2 ans, il y avait vraiment les pros, on va dire, voitures, motos, versus les gens qui commençaient à faire les cyclistes. Depuis l'arrivée un petit peu de ces free floating, le contexte a quand même changé. Au début, c'était un petit peu compliqué. Tout le monde est arrivé, enfin, je parle des trottinettes, qui sont arrivées un petit peu en masse. Aujourd'hui, on le voit à la fois dans les ventes de vélos et ventes de trottinettes. Je peux te laisser la parole puisque tu as présenté, je crois, la semaine dernière, le chiffre aussi de vente de trottinettes qui était assez fou. C'est très élevé. Comment aujourd'hui parce que quand on t'entend, on pourrait dire ah putain, mais il est quand même très pro écolo, très pro vélo, alors que aujourd'hui les gens peuvent cohabiter entre, j'ai envie de dire, les voitures et les utilisateurs de nouvelles mobilités. Voilà, pour être anti-voiture, moi, je suis en gros.
pro ni anti. Enfin, je dis juste, quand on regarde les chiffres, en fait, il y a une demande croissante des Français à la fois pour les vélos ou pour les trottinettes électriques. Et tu parlais du free floating. C'est intéressant parce que ça a beaucoup fait parler dans les grandes villes parce qu'il y a des opérateurs de free floating à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Mais si tu vas à Nantes, si tu vas à Strasbourg, si tu vas à Tours, si tu vas au Mans, il n'y a pas d'opérateur de free floating. Donc, ça reste un phénomène qui est concentré dans quelques villes. Et tout à l'heure, je parlais de l'explosion, par exemple, du marché de la trottinette. Je parle sous le contrôle de Fabrice, hein, mais c'est quasiment 500 000 trottinettes électriques qui ont été vendues en France, alors que c'est un produit qui a été légalisé, entre guillemets, qui est entré dans le code de la route il y a ne serait-ce que 5 ou 6 mois. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un appétit pour ces véhicules avant même que les autorités légifèrent sur le sujet. Vas-y. Si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a pas d'opposition à avoir aujourd'hui entre la voiture, et c'est un député du Mans qui vous le dit, où quand même les 24 heures du Mans ont une importance toute particulière, et la voiture également, et les autres modes de transport, parce qu'ils sont complémentaires. En réalité, pour de nombreux Français, je voyais tout à l'heure quelqu'un dans les questions dont on aura l'occasion de répondre plus tard, qui me disait qu'il prenait plusieurs modes. C'est ça, c'est la multimodalité, c'est l'intermodalité. Moi, si je donne mon exemple, pour partir de chez moi, pour aller jusqu'à l'Assemblée nationale, chez moi en Sarthe, je prends ma voiture avec mon vélo électrique pliant dans le coffre, je prends le TGV, et enfin, je finis avec le vélo électrique pliant que j'ai emmené comme ça jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment l'intermodalité, et il n'y a plus vraiment à avoir de pro et d'anti. La voiture reste une colonne vertébrale pour beaucoup de Français dans la mobilité malgré tout, il ne faut pas l'oublier. C'est comment la vraie question de fond, c'est comment on l'utilise et comment on lutte contre l'autosolisme. On va voir revenir en sortie de confinement parce que le covoiturage va être assez difficile. Mais il n'y a plus cette opposition-là, je pense. En tout cas, elle est en train de disparaître. Et ça montre un vrai changement de je suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, et il y a un changement de mentalité qui s'opère. Aujourd'hui, la mobilité, je répète, elle est complexe, et surtout la mobilité périphérique. L'exemple que cite Damien sur son propre exemple, hein, c'est une majorité des cas, hein, c'est les déplacements de tous les jours des gens de périphérie sur lesquels leur mobilité elle est multiple. Ils ont des besoins d'utilisation de la voiture sur un trajet partiel, sur lequel ils embarquent leurs engins. Ensuite, ils ont des trajets avec leur engin et ils utilisent les transports en commun. Et l'avantage de la micromobilité, et pourquoi il y a un tel essor, les acteurs qu'on appelle free floating, donc en libre service dans les grandes villes, donc ça répond à des besoins, mais on a une majorité de gens qui achètent parce que ces engins sont transportables, ils permettent de répondre à ces besoins de mobilité multiples et justement de permettre et de conditionner ce que j'appelle le porte-à-porte. Voilà, de son domicile jusqu'à son lieu de travail. Et c'est l'avantage de ces engins-là, et c'est pourquoi ces engins-là répondent à un besoin il y a quelques années, puisque le succès il est lié à ça aussi. Et j'en profite, hein, je vais vous montrer, l'occasion m'est donnée de vous montrer les chiffres. Alors, je vais juste partager mon écran. Il y a une petite manip à faire. Vous les avez publiés en fait la semaine dernière. Adrien parlait de 700 000 trottinettes. Voilà, donc si tu mets en grand. Exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, donc voilà, il y a quelques tableaux, donc on voit les évolutions au fil des années. Donc, il y a une part des engins, du nombre d'engins de vente qui est, alors je vais plutôt parler en unités plutôt qu'en chiffre d'affaires, mais on voit la croissance du nombre d'engins. On est à près de 1,8 million d'engins de micromobilité. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est une croissance qui est durable, et la part de l'électrique est de plus en plus importante. Et si je passe sur les slides du dessous, si on fait un focus sur les trottinettes électriques, déjà on voit, alors je vais d'abord aller sur la partie de droite, hein, la mobilité urbaine, on voit la croissance qui est très forte par rapport à la mobilité loisirs, mais surtout on voit les trottinettes électriques. Aujourd'hui, ce qu'on connaît des engins en libre service, c'est à peu près 30 000 engins dans les différentes grandes villes, enfin je vais plutôt parler de métropole en France. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a près de 1 million d'engins qui ont été vendus l'année passée, en 2019. C'est quand même un tiers de croissance en plus par rapport à 2018. Et uniquement sur les trottinettes électriques, c'est 478 000 engins qui ont été vendus, qui est le mode de déplacement le plus prisé sur la micromobilité. C'est quand même x2 par rapport à 2018, qui était déjà plus du double en 2017. Et ça, c'est important de le retenir. Et c'est là où on voit qu'il y a un besoin
d'élargir l'offre des mobilités. Est-ce que correspond aussi ce besoin, c'est-à-dire que le vélo et la marche et les transports en commun ne suffisent plus. Voilà, il faut répondre à des besoins qui sont plus complexes et complémentaires au vélo. J'aime bien dire que le vélo répond à des besoins de distance, il y a certains besoins. Les engins de micromobilité, eux, répondent à d'autres besoins que le vélo ne répond pas. Et avec des avantages, comme on le disait, d'intermodalité pour répondre à des mobilités multiples, parce que c'est des engins qui sont transportables, et c'est ce qu'il faut retenir aussi. Et avec l'avantage aussi que ces engins ont aussi la vertu, de par leur transportabilité, de ne pas être soumis ou contraints par le vol. Parce que c'est une vraie problématique aussi qui existe. C'est un peu le prolongement de soi et ça vous accompagne chez vous déjà, dans des endroits sur lesquels on n'a pas beaucoup d'espace pour stocker. Demain, si on voit une émancipation forte des vélos, dans les bâtiments, pouvoir stocker son vélo, ça va devenir complexe. Ces engins-là ont la possibilité d'être stockés chez soi. Et même sur le lieu de travail, les entreprises ne pourront pas accueillir massivement des vélos. Ces engins, au-delà de leur bénéfice d'usage, vont aussi permettre d'être stockés facilement sur le lieu de travail ou à côté du bureau. C'est aussi ces bénéfices-là. Et je parle du porte-à-porte, mais il y a aussi ces bénéfices liés au vol. Et si on peut comparer par rapport au vélo, je vais repartager mon écran, mais il y a quand même une donnée qui est super intéressante. Et c'est là où on voit le besoin de répondre à des besoins d'offres multiples. Ces engins apportent une complémentarité au vélo. Là, on voit les évolutions. On s'est amusé à faire une comparaison avec les chiffres du vélo. Ouais. Là, on compare les trottinettes électriques et les vélos assistance électrique. On voit la progression des trottinettes électriques par rapport aux vélos assistance électrique. Il s'est vendu en 2019 plus de trottinettes électriques que de vélos assistance électrique. Donc, c'est une donnée qui est quand même intéressante. Et c'est là où on mesure tout le besoin et pourquoi ces engins répondent à ces besoins. C'est que ça complète un trou qu'aujourd'hui le vélo ne pouvait pas répondre, ni la marche, ni les transports en commun. Ce qui est super intéressant sur ce que l'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a près de 500 000 trottinettes qui ont été vendues. Et pour autant, il y a des millions de trajets qui ont été effectués en France au niveau du free floating. Adrien, tu as souvent eu la chance d'interviewer tous les patrons de ces sociétés. Donc, 500 000, ça paraît énorme, mais c'est aussi des millions, voire des dizaines de millions de trajets effectués en France, pas que dans Paris. Oui, je pense que la conclusion qu'on peut retirer, c'est que les Français aiment faire de la trottinette électrique. Enfin, c'est un mode de transport qui a surgi presque de nulle part. Moi, depuis mon domicile, je ne voyais par exemple pas de trottinette. Ouais. Il y a une piste cyclable juste en face de chez moi. Et en fait, j'ai l'impression qu'en quelques mois, j'ai vu un nombre incalculable de personnes qui circulaient en trottinette. Et à Paris, ça a été très, très spectaculaire aussi parce que les opérateurs de free floating sont arrivés à l'été 2018 et pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a eu jusqu'à 12 opérateurs différents de trottinettes électriques dans Paris. Donc, je pense que les opérateurs ne se lancent pas non plus dans une ville comme Paris par hasard. Ils se disent, on va se lancer dans cette ville parce que potentiellement, on peut y gagner de l'argent et potentiellement, on peut avoir beaucoup de clients. Bon, après, il y a eu un écrémage du marché parce que certains opérateurs se sont aperçus que malgré tout, c'était quand même compliqué d'opérer des trottinettes dans une grande ville. C'est que elles ont sans doute rempli un vide. Si les gens les utilisent, c'est que ça leur rend des services ou alors ça leur procure une forme de plaisir aussi parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent parfois les trottinettes à des fins récréatives. On voit d'ailleurs des usages un peu différents, par exemple, entre la semaine et le week-end. Parfois, il y a des gens qui utilisent une trottinette pour aller, par exemple, à la gare ou pour aller au travail le mardi ou le mercredi. Et moi, je le vois de plus en plus parfois à Paris. Le samedi ou le dimanche, on voit sur les quais de Seine, par exemple, des gens qui se font une petite balade en trottinette. On voit aussi pas mal de touristes, par exemple, qui sont de passage à Paris et qui, entre une visite à la Tour Eiffel et une visite du Louvre, se font un petit ride en trottinette parce que ça fait partie finalement des nouveaux plaisirs qu'on a quand on se déplace à Paris. Donc, c'est hyper intéressant à observer parce que, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a vu venir ça. Enfin, je parle sous le contrôle de Fabrice, mais il y a encore 2-3 ans, c'était des sujets qui n'étaient pas forcément très, très pris au sérieux. Moi, je me souviens quand je défendais ces sujets au sein de la rédaction, au début, on me regardait parfois un peu en rigolant, en me disant bon, tes histoires de trottinettes, c'est pas sérieux. Et en fait, quand on voit le développement du marché, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les Français, encore une fois, ont pris de vitesse les députés, parce que finalement, il y a eu un usage assez intensif de ces nouveaux services de mobilité avant même qu'il y ait une réglementation.
par ailleurs, je pense que la réglementation était nécessaire parce que ça a permis d'apaiser un peu la situation, parce que désormais, il y a des circulations plus claires qui existent. Et je pense que ça a permis finalement aux villes de mieux digérer, entre guillemets, les trottinettes, parce qu'au départ, comme il n'y avait pas de règles, était parfois un petit peu chaotique. Là, très honnêtement, j'ai quand même le sentiment que les villes sont encore une fois en train de digérer les trottinettes, et ça fait partie de la nouvelle normalité. Enfin, aujourd'hui, ça surprend plus grand monde de voir une trottinette électrique, que ce soit une trottinette une trottinette partagée, une trottinette possédée, pardon, dans les rues de Strasbourg, du Mans, de Lille ou de Bordeaux. Enfin, ça fait partie du quotidien des Français. Ça fait une bonne transition pour Damien, justement. Alors, les élus, ils ont vu ça de quel œil, et maintenant ils le voient comment? Alors, il y a plusieurs types d'élus. Déjà, je suis d'accord sur la partie innovation. L'innovation va souvent bien plus vite que la politique. Bon, moi, je viens du privé, donc je me suis aussi j'ai pas adapté à cela. Au contraire, j'ai voulu changer ça. Et en étant président du groupe d'études, je fais notamment en sorte qu'on ait une veille en fait de l'innovation et qu'on puisse voir par la presse, par les sites web spécialisés, parfois même par les marchands, les nouvelles tendances qui peuvent se dégager pour pouvoir anticiper et ne pas se faire avoir, entre guillemets, comme ce qui a pu se passer sur les trottinettes où on a dû finalement réagir en urgence alors qu'on était un certain nombre quand même à dire attention, il y a un vrai sujet, c'est en train de monter, que ce soit sur le free floating ou sur l'usage particulier des EDPM, même si sincèrement la problématique qu'on a connue, elle est sur le free floating, et c'est là où il y a une vraie différence, c'est que en fait on avait parfois des députés franciliens et parisiens ou grandes villes, mais principalement Paris, qui avaient des positions assez fermes, assez dures, mais qui ont évolué depuis justement sur les trottinettes, parce que free floating, parce que utilisation de l'espace public, parce que toutes les dérives qu'on a pu voir au départ et qui tendent à se réguler, et c'est très bien, et c'est finalement assez logique, hein, grâce à la prise en compte aussi par les pouvoirs publics de cette problématique. Et puis, il y en a d'autres qui voient l'intérêt aussi de ce système dans une intermodalité. J'y reviens encore. C'est vraiment, je suis assez d'accord pour dire que la trottinette peut couvrir des trajets que ne couvre pas le vélo, et qu'il y a une certaine forme de complémentarité avec du transport en commun, par exemple, alors que c'est parfois plus difficile en vélo. Alors, pour finir sur le sujet un petit peu de free floating, je vois des questions. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir demain, alors même s'ils ont bien sûr fait des gros progrès, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas forcément voir des trottinettes sur les trottoirs, il y a des espaces privilégiés. Est-ce que demain on avait une petite question de personne qui demandait si on peut voir des parkings à trottinettes. Alors je pose la question à Damien, et je pense que Fabrice, tu pourras aussi répondre parce que tu es bien au courant de ce sujet des parkings à trottinettes. Alors, la ville de Paris a pris des mesures et a déjà commencé, la maire a commencé à développer des espaces pour pouvoir garer ses trottinettes. Après, je pense qu'il y a aussi, alors Fabrice répondra mieux que moi, mais il y a un intérêt certain de la trottinette, c'est la place qu'elle prend et qu'elle ne prend pas, et qui peut permettre aussi de l'amener dans son bureau, etc., ce qui peut être parfois plus difficile avec un vélo. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les villes se sont emparées aussi du sujet, hein, c'est-à-dire de pouvoir, j'ai envie de le dire comme ça, réglementer là où garer en libre service, c'est-à-dire que les utilisateurs ne pourront pas les garer n'importe où, c'est-à-dire qu'ils ont obligé les différents opérateurs de trottinettes en libre service via leurs applicatifs à autoriser, l'engin peut être garé à tel endroit, mais ne peut pas être garé à tel endroit. Donc ça, c'est déjà en place, hein. Donc il y a des places de parking de voitures ou différents espaces qui ont été mis en place et dédiés justement pour que ces engins en libre service soient garés. Et les outils et la technologie permettent d'obliger aussi les utilisateurs, dans une majorité des cas, à les orienter là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui a, dans toutes les évolutions que ces opérateurs ont pu vivre, ça fait partie des évolutions qu'ils ont mis en place, et c'est une bonne chose. Ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer à évoluer, puisqu'il y a encore des choses, des incivilités qui se passent, et il faut continuer à accompagner justement par la technologie et par des règles pour minimiser tout ça. Après, il y a d'autres solutions, il y a des acteurs, et j'en représente l'un d'entre eux, il y a des acteurs justement qui sont sur des solutions différentes, qui sont un peu dans le principe du Vélib, sur station, qui est une vraie réponse aussi, d'avoir l'obligation de poser son engin à un endroit X, parce que ça ne peut être que connecté à une station.
Donc, c'est aussi une manière de bien réguler aussi les espaces. Je vais pas dire que la réponse est bonne dans l'un ou dans l'autre. Pour moi, la réponse est bonne dans les deux parce qu'encore une fois, il faut être capable de répondre à des besoins, puisque la vraie clé, c'est les besoins d'usage. C'est les utilisateurs au quotidien qui le vivent dans leur mobilité multiple. Et les utilisateurs de free floating ne sont pas forcément les mêmes que les utilisateurs sur station, dans des environnements qui sont très différents, qui ne sont pas forcément en cœur de métropole, où on retrouve les utilisateurs de libre service free floating. Là où en périphérie de ville, on peut voir aussi des modes sur station exister. Pourquoi? Parce que la mobilité est complexe et les différentes solutions peuvent cohabiter au même titre que les engins différents cohabitent, comme le vélo, la trottinette électrique, la marche, les monoroues, etc. La mobilité est complexe et les réponses seront différentes. C'est ce qu'on appelle une réponse d'offre. Mais tu l'as dit 3-4 fois, mais je pense que les gens l'ont compris. Mais non, c'est la passion, Romain, je suis désolé. Non, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que des modèles qui avaient été testés il y a peut-être quelques années, je pense au modèle Vélib, là, ils s'adaptent clairement au modèle trottinette. Et ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde est en train de cohabiter, que ce soit en free floating, parce que j'ai besoin d'arriver à la gare et besoin de louer une trottinette DOT, Bird ou autre, ou prendre un City Scoot, versus la possibilité d'avoir un Vélib ou demain une trottinette avec un parking comme un Vélib. Donc c'est hyper intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est pas réservé uniquement aux grandes villes. Ça me permet de faire un petit peu la transition, de revenir sur toi, Damien. Est-ce que demain tu veux mettre en place, on parle de mobilité urbaine, mais si demain ça devait s'appliquer un petit peu aux zones plus petites, aux zones rurales, comment tu envisages la chose? Toute la problématique aujourd'hui du free floating, et c'est un peu comme le VTC finalement dans les zones rurales, c'est le business model. Hein. En réalité, c'est comment réussir sans DSP, sans soutien de la collectivité publique, à avoir un business model qui soit rentable et donc à faire en sorte que les opérateurs acceptent de venir dans le monde rural. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Alors, il y a l'intermédiaire, une ville comme Le Mans, moi j'avais été personnellement en discussion avec un opérateur, pas trottinette, mais plutôt vélo, free floating, pour intégrer, mais il y a eu quand même le frein des élus qui ne voulaient pas forcément, et notamment le frein de certains élus écologistes qui était assez drôle, sincèrement, pour qui il y a tout le problème de l'occupation de l'espace urbain. Moi, je reste assez persuadé, ça répond finalement aussi aux quelques questions qu'on a pu voir sur la sécurité. Oui, moi, c'est mon prochain sujet. C'est qu'il faut un maximum de véhicules. Je fais une parfaite transition. Il faut un maximum de véhicules dans les rues. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai eu un accident justement en décembre dernier au moment des grèves, où effectivement il y avait une certaine hausse des incivilités avec des usagers nouveaux, etc., etc. Mais surtout, le principal problème que j'ai eu, c'est qu'il était 19h un soir dans Paris. J'étais seul vélo dans la rue avec un embouteillage de voitures. Et le fait que je sois le seul vélo, finalement, il y a eu un problème d'attention et de vigilance qui fait que il y a une voiture qui a pris une rue à droite sans voir que moi j'étais à droite, et donc j'ai été percuté, heureusement sans grosse gravité, par ce véhicule. Donc vraiment, on doit tout faire avant tout pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de vélos et de trottinettes, de tous les engins qui puissent rouler autre que la voiture sur nos rues, pour permettre d'avoir cette vigilance. Je prends un exemple que les personnes qui ont le permis ont pu et ont dû connaître. Si vous êtes sur le périphérique à Paris, par exemple, et que vous avez une moto qui passe devant, il y a un vrai danger. Si vous avez une file complète de motos, vous laissez de l'espace et il y a finalement assez peu de danger. Donc vraiment, on doit appliquer la même doctrine et se dire que qu'on ait plus d'utilisateurs, qu'on ait plus de vélos, etc., ça va permettre, d'avoir plus de vigilance, de faire en sorte aussi que les collectivités territoriales et les pouvoirs publics qui commencent quand même fortement à prendre la question à bras-le-corps, s'emparent encore plus du sujet et mettent en place beaucoup plus de voies dédiées, beaucoup plus de voies sécurisées. Donc vraiment, la clé, c'est d'augmenter le nombre de véhicules sur les routes, de la mobilité active globalement. Et pour cela, et je réponds à une des questions, il y avait une question sur l'obligation d'un BSR, par exemple. Et le problème, c'est que tout ce qu'on va obliger, qu'est-ce que c'est aussi derrière le fait d'aller vers ces véhicules-là. Si on oblige le casque, si on oblige le BSR, etc., alors les gens n'iront pas.
à un moment, il y a une question de bon sens. La question du casque qui viendra probablement, c'est aussi une question de bon sens. Et quand on est utilisateur à un moment et qu'on se rend compte que la carrosserie, c'est nous, le minimum, c'est effectivement de mettre un casque. Je vois la question de la visibilité aussi, d'être visible, et ça coûte pas cher. En plus, aujourd'hui, notamment d'être visible, un bon casque coûte un petit peu, mais ça dure longtemps. Mais d'être visible, ça coûte assez peu cher. Et la question d'une formation obligatoire, je pense qu'on ait une formation dans les écoles et on commence dans les primaires, et je pense qu'on va monter en puissance sur les primaires. C'est une très bonne chose qu'on apprenne dès au tout petit, entre guillemets, à circuler à vélo. C'est une très bonne chose. De là, le rendre obligatoire, attention, ça peut vraiment être un frein derrière à l'accès justement à cette mobilité où les gens vont se dire… Tu touches un point sensible. Mais je partage l'avis de Damien, je me permets d'intervenir. C'est des choses qui ont été vécues par le passé sur le vélo. Il y a des pays sur lesquels ils ont mis obligatoire, ne serait-ce que l'exemple du casque. Ça a été contre-productif. C'est-à-dire que voilà, les engins ont été moins utilisés. Donc le vrai sujet, c'est comment rendre les choses concrètes et permettre aux gens de l'importance de comprendre que porter un casque, c'est super important. Hein. Je le répète souvent, ils n'ont qu'un cerveau et c'est important de le protéger. Et la clé, c'est la sensibilisation. Ce sujet a été traité sur le vélo, pour ceux qui sont un peu plus anciens, j'en fais partie. Je suis un ancien cycliste, j'ai connu le vélo où on portait pas de casque. Je me souviens même des courses cyclistes professionnelles où le casque n'était pas obligatoire à une certaine époque. Donc il y a eu tout un travail de sensibilisation qui a été fait, et maintenant c'est courant de voir des gens qui tous les jours se déplacent à vélo. Mais comme les propriétaires de trottinettes électriques ou d'engins de déplacement de monoroues portent le casque, on voit tout le travail de pédagogie qui est derrière aussi fait par les professionnels. Et ce travail doit aussi s'accompagner aussi par les collectivités en mettant des programmes de sensibilisation. Moi, j'y suis favorable parce que je pense que plus on va sensibiliser à tout niveau, des professionnels, mais aussi des structures publiques, à l'intérêt de s'équiper pour se protéger, se rendre visible, plus on va orienter sur les gens et leur sécurité. Ça, c'est le premier truc. Et Damien parlait des aménagements. Pour moi, le premier critère, au-delà de s'équiper pour se protéger, c'est l'aménagement. L'aménagement, il est super important parce que ça permettra, au-delà de l'effet de masse et d'accueillir les effets de masse de vélo, de trottinette électrique, c'est pouvoir séparer aussi les engins, c'est-à-dire plus faire massivement des voitures avec différents engins, parce que c'est ce qui se passe, hein, c'est la problématique, elle est là. Et ce qu'on vit actuellement, on l'a vécu par le passé. Souvenez-vous quand le Vélib est apparu en 2007, ou quand le Vélib est apparu, avec peu de pistes cyclables. La cohabitation entre les cyclistes en libre service et les automobilistes, c'était compliqué. Et on a vécu aussi des grognements de la part des automobilistes. Et après, ça s'est apaisé. Les voies cyclables se sont un peu accélérées, même si ça n'a pas été suffisant, on vit aujourd'hui. Mais ça a permis d'apaiser, de limiter aussi certains risques parce qu'on a créé des voies dédiées. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est de créer ces voies dédiées pour accueillir ces personnes qui vont arriver en masse avec notre actualité de coronavirus. Et moi, j'en profite, mais j'étais avec Pierre Cerne, le président des villes et territoires cyclables, la semaine dernière à un webinaire. On était conférenciers tous les deux. Et je l'ai alerté puisqu'il a la délégation du ministère de l'écologie du président pour l'aménagement temporaire des voies cyclables. Et je l'ai alerté sur le fait qu'on parle beaucoup de vélo, mais attention, il faut penser aussi ces voies cyclables au niveau national, mais au niveau local aussi, pour pouvoir accueillir tous les engins de micromobilité aussi. Parce qu'on le voit sur les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a plus d'engins de micromobilité qui sont vendus que de vélos. Donc, il faut penser ces aménagements cyclables pour recevoir, comme le disait Damien, ces personnes qui vont représenter des masses importantes. Donc, il ne faut pas les minimiser, il faut que c'est des emprises au sol importantes. Ouais. Non, écoute, c'est hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de trottinettes et de nouvelles mobilités. Ben justement, tu l'as dit à juste titre aussi parce que les chiffres sont là. Si on se recentre aussi sur la partie vélo, est-ce que vous dites sur la partie réorganisation des cartes, il y avait Gilles Lazare qui avait posé une question sur est-ce que les villes ont communiqué une carte réactualisée des nouvelles voies cyclables construites pendant le confinement? Et puis, ça m'amène un petit peu à vous poser la question. Du coup, réajustement un petit peu des pistes cyclables temporaires, mais si on parle un petit peu entre nous, concrètement, si les gens commencent à y goûter un petit peu, on pense que il y a peu de chances qu'ils fassent machine arrière. Adrien, je vais te laisser un petit peu prendre la parole sur ce sujet.
Oui, c'est vrai qu'on voit pas mal de collectivités mettre en place des pistes cyclables temporaires en prévision du 11 mai, parce qu'on sait que les transports en commun risquent d'être désertés. Et les élus ont quand même bien compris qu'il va falloir offrir des alternatives à leurs concitoyens. Et le vélo en fait vraiment partie, parce que c'est un mode de transport qui a beaucoup de vertus, hein, je l'ai développé tout à l'heure. Et puis, c'est un moyen de transport qui est finalement assez peu utilisé en France quand on compare les chiffres par rapport avec les Pays-Bas ou l'Allemagne ou même la Belgique. En fait, si vous voulez, la marge de progression est considérable. Et tout à l'heure, on parlait de sécurité. La sécurité, elle est surtout offerte non pas par le casque, mais par des infrastructures sécurisées. Si vous allez aux Pays-Bas, qui est le pays le plus cyclable au monde, porter le casque est une exception. Enfin, la plupart des cyclistes ne portent pas forcément le casque. Et c'est aussi le pays qui connaît sans doute le moins d'accidents, parce qu'en fait, dès lors que vous avez des infrastructures sécurisées, vous n'avez pas forcément de collision avec les voitures, vous n'avez pas forcément de chute. Et si chute il y a, enfin, finalement, l'impact est assez limité. Et après, c'est vrai qu'on construit des pistes cyclables temporaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, et ça on ne fait pas souvent en France, on va pouvoir expérimenter. À l'échelle locale, il y a des pistes cyclables qui vont voir le jour. Certaines seront peut-être mal foutues et on va s'apercevoir qu'en fait, il faut les aménager un peu différemment. Certaines, au contraire, peut-être rencontrer très vite un très grand succès et on va se dire, bah tiens, c'est qu'il y avait un usage, mais il manquait une infrastructure, donc on va peut-être plus tard la pérenniser. Et je pense qu'il y a pas mal de défenseurs du vélo qui aussi pressentent que c'est un moment un peu charnière et se disent, bon, c'est le moment, si vous voulez, de mettre un peu le pied dans la porte, parce que si on fait de la place pour ces nouvelles mobilités, on a quand même une bonne chance qu'il y ait des aménagements temporaires, que les aménagements temporaires deviennent permanents plus tard. Et toi, Damien, merci. Et toi, Damien, du coup, aujourd'hui, ces sujets-là, comment vous les traitez? C'est quelque chose si on parle un petit peu aussi du plan vélo, je vais dire qu'il y a un énorme écho aujourd'hui au niveau de l'audience. Il y a plein de gens qui sont très intéressés, qui pensent à une chose, c'est reprendre le vélo, qui n'ont pas forcément pris leur voiture ces 2 derniers mois. Il y a des sujets écologiques. On se rend compte qu'à Paris, on n'a peut-être pas besoin d'avoir une voiture pour se déplacer au quotidien. Comment tu vois ça? Non, mais je partage tout à fait l'idée de l'infrastructure sécurisée qui est la clé. Avant de penser au casque, il faut surtout penser à éviter l'accident en réalité. Le casque est là pour limiter les conséquences de l'accident uniquement. Ensuite, sur ces voies temporaires, je pense qu'on va avoir 2 cas de figure. On va avoir le cas où effectivement elles sont très utilisées parce qu'elles sont bien positionnées, elles répondent à un point noir dans la mobilité cyclable. Et donc, elles vont être pérennisées derrière, c'est ce que j'espère, par des investissements. Et on a l'autre cas où elles n'ont pas forcément été bien placées, elles sont mal pensées par rapport à des carrefours ou autres qui peuvent être dangereux et où finalement elles ne marchent pas et où ça sera revu probablement. Après, sur le travail sur le plus long terme, sur vraiment cette question de l'infrastructure, il y a plusieurs choses. Dans la LOM, on a voté le fait déjà d'obliger les collectivités locales à réfléchir, ce qui est déjà pas mal, aux infrastructures cyclables lorsqu'elles construisent une nouvelle infrastructure routière. Donc, c'est réfléchir à la place du vélo. Ça ne veut pas dire obliger à construire une infrastructure cyclable, parce qu'il y a une question de libre autonomie aussi des collectivités territoriales, mais il y a une question déjà d'y réfléchir pour pouvoir se dire, ah tiens, en fait, à cet endroit-là, il y a un vrai problème, il y a un vrai point noir en termes de sécurité, donc on doit adapter au mieux. Ça, c'est dans la LOM. Et après, je pense que les départements, notamment, moi, c'est le cas du département de la Sarthe, investit pour pouvoir mettre en place beaucoup plus de voies cyclables, notamment en bordure des départementales séparées des départementales pour permettre d'avoir une utilisation sécurisée du vélo, y compris dans des territoires ruraux, et c'est une bonne chose. Et enfin, il y a le plan vélo du gouvernement. Donc, on met 150 millions d'euros sur la table pour pouvoir justement accompagner les collectivités. C'est un accompagnement qui est financier, bien entendu, mais aussi technique pour permettre justement derrière de développer le vélo. Et on voit que ça a un succès certain. Le deuxième... il y a le deuxième volet qui va arriver, là le deuxième appel d'offres, le deuxième ou troisième, peut-être que je me trompe, qui va arriver sous peu et qui va permettre, j'espère encore, que de nouvelles villes entrent dans ce schéma de la mobilité cyclable. Donc si on reprend... Là, tu parlais... Je me permets, tu parlais, Damien, de l'investissement du gouvernement qui a effectivement annoncé un plan vélo en 2018. Après, il y a beaucoup de collectivités finalement qui n'ont pas attendu le plan vélo gouvernemental pour passer la seconde, si j'ose dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que
quand on investit dans le vélo, en fait, on obtient quand même des résultats extrêmement rapides. Si vous regardez une ville comme Grenoble, c'est très intéressant ce qui se passe. Le maire écolo, Éric Piolle, a quand même pas mal investi dans le vélo et c'est une ville qui voit en fait un nombre de cyclistes progresser d'année en année. Il n'est pas du tout interdit de penser qu'aujourd'hui, c'est peut-être la ville la plus cyclable de France avec Strasbourg. Et en fait, quand vous regardez à l'étranger, si vous allez par exemple à Séville, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une ville qui fait à peu près la taille de Toulouse ou de Bordeaux. Ils ont investi assez massivement dans le vélo et en fait, la part des déplacements en vélo a triplé en quelques années. Et on arrive aussi dans une période où on va connaître une crise économique absolument majeure. Je pense que les Français ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais c'est sans doute la pire crise économique depuis la révolution industrielle qu'on va se manger dans les prochaines années. Et en fait, investir dans le vélo, ça coûte pas grand-chose. Demander à un élu combien ça coûte de construire une nouvelle ligne de tram ou de construire un métro et combien ça vous coûte d'investir finalement dans des infrastructures vélo. En fait, le calcul est vite fait. Le vélo coûte pas très très cher et rapporte beaucoup en termes de part modale. Enfin, très très vite, vous pouvez voir le nombre de cyclistes doubler, tripler, quadrupler assez facilement. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'il y a pas mal de maires qui sont en train de s'en apercevoir parce que moi, j'ai pas mal couvert les élections municipales et si vous comparez ce qui s'est passé lors des élections municipales de cette année et les élections il y a 7 ans, en fait, le vélo a occupé une grande part des débats. Il y a pas mal de maires, y compris des maires qui n'étaient pas forcément connus pour leur position pro-vélo, qui se sont dit, bon, bah, c'est vrai que il passe quelque chose et grâce aussi notamment aux associations sur le terrain qui sont très très présentes et qui mettent la pression sur les élus. On voit pas mal de maires qui sont prêts finalement à construire des aménagements. Et quand vous regardez ce qui se passe avec les pistes cyclables temporaires, par exemple à Montpellier, le cas de Montpellier est extrêmement intéressant. C'est une ville qui est pas très cyclable pour l'instant. Par contre, il y a une association qui s'appelle Vélocité qui est extrêmement dynamique, qui a mené des actions un peu coup de poing ces dernières années. Et par exemple, on peut construire certaines des plus belles infrastructures temporaires qu'on ait vues en France depuis longtemps. Donc, ça montre aussi que les élus, en fait, peuvent aussi changer d'opinion. Et je pense que la période qu'on connaît là avec la chute notamment du trafic automobile ouvre aussi quand même pas mal les yeux à certains élus. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que malgré tout, dans toutes les grandes villes, on offre encore une place totalement démesurée pour la voiture. Et il y a tout lieu de penser qu'il va y avoir une forme de rééquilibrage dans les prochains mois. Et je pense que de ce point de vue-là, je peux peut-être me tromper, mais si on fait le bilan dans 4 ou 5 ans, on se dira sans doute qu'on vit vraiment un moment charnière pour le vélo parce que dans les mentalités, en fait, la place du vélo dans l'imaginaire est un peu en train de changer. Et il y a encore quelques années, quand vous parliez de vélo, quand vous étiez un élu, on vous taxait assez facilement de bobos, d'écolos, etc. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi des élus de droite qui se disent c'est tout à fait pertinent de faire du vélo. Et quand vous regardez ce qu'a fait Alain Juppé à Bordeaux, Alain Juppé, c'est pas un punk, c'est pas un écolo. Et lui, il a compris quand même assez vite, par exemple, qu'on pouvait investir dans le vélo et obtenir des résultats très rapidement. J'atténuerai quand même sur la question des infrastructures en disant néanmoins qu'il faut aussi quand même penser au développement de la logistique qui peut aussi se faire par vélo et c'est là où est tout le paradoxe, mais qui nécessite du coup l'installation de centres urbains de logistique au cœur des villes que les maires doivent aussi prendre en compte et surtout pour pouvoir accéder à ces centres urbains. Et c'est là où j'en viens à Grenoble qui a eu notamment cette problématique-là. Il faut aussi permettre à des camions d'arriver jusqu'au centre urbain pour ensuite permettre de dispatcher par des vélos. Donc, c'est aussi, en fait, toutes les questions, et la mobilité est complexe, n'est-ce pas, M. Furlan toutes les questions qu'on doit prendre en compte, et ce n'est pas uniquement l'axe vélo, c'est vraiment comment on arrive à faire vivre tout le monde ensemble, parce que la mobilité aussi des marchandises est un axe essentiel. On parle beaucoup de personnes depuis le départ, mais il y a aussi l'axe marchandises qui peut se faire aussi en vélo, mais qui nécessite des adaptations et des aménagements. Damien, la LOM, elle est quand même intéressante aussi à ce titre, c'est que les maires ont aussi une souffrance, c'est qu'ils connaissent mal les mobilités, les différentes mobilités. C'est ce que soulignait Adrien, c'est que le vélo, encore il y a peu de temps, était aussi méconnu, alors les micromobilités encore plus. Donc cette souffrance, elle doit être accompagnée par des compétences. Et c'est là aussi la LOM donne un cadre avec ce qu'on appelle les AOM, tu peux souligner, hein, donc les autorités organisatrices des mobilités, qui peuvent accompagner aussi les infrastructures et la compétence locale, justement pour permettre aussi de mettre des infrastructures, mais qui soient utiles et qui soient bien pensées. Ça, c'est important. Je pose un peu la question
à vous trois. Est-ce qu'on est vraiment sur une première étape dans ce qu'on appelle le plan vélo? Et peut-être Damien, tu peux le détailler un petit peu, notamment, et peut-être sur toutes les aides qui existent déjà aujourd'hui, ne serait-ce aussi aux entreprises, de pousser à l'achat du vélo. Est-ce qu'on n'en est pas finalement en fait à une première étape et que peut-être que on parlait de quoi, de 20 millions, le gouvernement a annoncé, Damien, c'est ça? Tu peux nous dire un petit peu? Mais est-ce que ça va pas très vite, ces aides vont pas se multiplier, puisque à entendre vous tous, mais aussi Adrien, plus vite on investira dans les infrastructures, le mieux on sera, quoi. Tout le monde sera en sécurité. Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors il y a la partie infrastructure, effectivement, avec le plan vélo qui est là pour apporter un soutien financier et technique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'ensemble des communes qui en font la demande. Alors il y a l'appel à projet, j'ai vu la question hein, qui s'arrête le 31 mai. Est-ce que ça va être repoussé? Je vais voir ça, mais je pense, j'ai cru l'entendre, hein, je vais m'en renseigner, mais j'ai cru entendre que ce serait repoussé de quelques semaines pour permettre justement aux collectivités de répondre. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, on va réouvrir derrière probablement d'autres plans vélo. Je suis assez persuadé que ça va faire partie des axes qui vont se développer. En tout cas, je ferai tout pour que ce soit le cas. Donc ça, c'est pour la partie infrastructure. On a aussi une partie de soutien technique importante via ce qu'on a créé, qui est l'ANCT. L'ANCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est là pour accompagner les élus dans la réalisation de leurs projets divers. Et on a été un certain nombre de députés à faire en sorte que dans ces projets divers, il y ait aussi tous les projets de mobilité, avec le CEREMA, par exemple, pour pouvoir avoir cet appui nécessaire justement pour connaître techniquement la logistique, mais aussi la mobilité, parce qu'effectivement, ça ne coule pas de source et tous les élus locaux ne sont pas des spécialistes de la mobilité et peuvent parfois avoir des fausses bonnes idées. Ensuite, il y a toute la partie acquisition. Alors là, il n'y a pas de plan global d'acquisition, c'est vraiment les régions ou les collectivités locales qui mettent en place des aides plus ou moins importantes en fonction d'où on se trouve et en fonction des priorités politiques des collectivités qui sont en charge. Donc ça, c'est toute la partie acquisition qui est plutôt gérée en local. Nous, ce qu'on a fait en sorte, c'est d'avoir le marquage obligatoire sur l'ensemble des vélos pour permettre de lutter contre le vol, parce qu'on se rend compte que parmi les freins à l'acquisition d'un vélo, il y a le vol. Donc ce marquage avec un fichier national est une bonne chose à mes yeux. Il y a l'aide de 50 € dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis enfin, il y a le forfait mobilité durable. Ce forfait mobilité durable, je réponds par la même occasion à une question tout à l'heure. Le décret est actuellement en cours de rédaction et ne saurait tarder. On a quelques craintes qu'il soit remis en cause, ou en tout cas que son application soit difficile dans les entreprises. Je suis assez d'accord avec quelqu'un tout à l'heure qui disait que les collectivités, et je pense l'État aussi, doivent aussi montrer l'exemple. Et on est un certain nombre aussi à pousser cela pour faire en sorte que déjà, ne serait-ce que les ministères mettent en place le forfait mobilité durable chez eux pour pouvoir justement montrer l'exemple. Et puis après, il y a des questions qui sont revenues, notamment actuellement avec la Convention citoyenne pour le climat, de l'augmenter, voire de le rendre obligatoire. On verra ce qui en ressort exactement. Le rendre obligatoire, ça paraît difficile en l'état, en tout cas, dans le sens où on est dans une crise économique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Adrien, on n'a pas encore tout à fait conscience, je pense, de l'ampleur. Et dans ce contexte, augmenter les charges telles quelles, ce serait extrêmement compliqué. Moi, j'ai soumis l'idée de le rendre éventuellement obligatoire, mais compensé par une baisse de charge de côté pour que ce soit à coût zéro. Mais cela obligerait évidemment un contrôle accru après des entreprises qui ont recours à ce forfait mobilité durable, parce qu'on peut aussi imaginer des fraudes et pour le coup, ça serait assez simple. Donc, bon, on est en train de réfléchir à tout cela, à comment on peut l'adapter aussi à la sortie de crise, parce qu'on veut vraiment que ce soit une réalité. En fait, il faut passer, comme c'est en train d'arriver sur les ZEPM, d'un vélo qui est un moyen de transport de loisir à un vélo qui permet d'aller au travail. C'est devenir vélo-taffeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aujourd'hui le faire et qui ne le font pas. Donc, c'est vraiment comment on fait pour passer de cela et changer de mentalité et augmenter le nombre d'utilisateurs de la bicyclette. Moi, je reviens sur le sujet des différentes aides, hein, que ce soit le forfait mobilité durable ou les primes qui sont octroyées localement. Il y a un vrai sujet. Tu les rappelles? Tu peux les rappeler pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, si tu es à Paris,
Oui, donc la collectivité ou la commune de Paris ou différentes communes donnent des primes à l'achat, donc qui sont de différents montants, hein, parce que là, donc c'est local, c'est la ville qui l'octroie pour des achats. Et après, il y a le forfait mobilité durable qu'expliquait Damien, voilà, qui est l'entreprise qui permet voilà de financer une partie du trajet pour du covoiturage, du vélo, voilà, ou de la location. Donc jusqu'à 400 euros maximum par an sous le contrôle. 500, non, on est passé à 500, il me semble. Adrien, Comment? si je me trompe, on n'est pas passé à 500 euros sur le vélo? C'est 500 euros l'aide de la région Île-de-France, par exemple. Ouais, c'est 500. Oui. Et là, il y a le forfait mobilité durable qui est de jusqu'à 400 euros. Ça. 400 euros. La région Île-de-France, par exemple, offre aussi 600 euros, enfin jusqu'à 600 euros pour l'achat d'un vélo cargo électrique. Et puisqu'on parle des aides, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de collectivités qui, à leur échelle, proposent des aides. Donc, c'est une vraie incitation finalement pour les habitants à utiliser ce type de mode de transport. Ce que je trouve parfois un peu étonnant, c'est qu'en général, ces aides sont réservées à l'achat de véhicules électriques. En fait, le vélo, c'est un outil formidable pour se déplacer, mais on n'a pas forcément besoin d'un vélo électrique pour faire 2, 3, 4, 5 ou même 10 km. Et je m'étonne parfois que les collectivités nous proposent, par exemple, que des subventions pour des véhicules électriques. Encore une fois, moi, je pense que le vélo électrique, c'est plutôt positif et que ça permet de démocratiser le vélo et de convaincre aussi des personnes, par exemple, qui utilisaient parfois la voiture, de se dire, bah tiens, on va prendre plutôt un vélo électrique pour faire nos déplacements domicile-travail. Mais j'ai parfois du mal à comprendre, effectivement, pourquoi il y a une forme d'oubli du vélo classique, ou puisqu'on parlait tout à l'heure des EDPL. Je suis assez d'accord, Adrien. Il y a ce sujet. Classique, hein. Enfin, c'est des véhicules qui sont parfois extrêmement pertinents pour des courts déplacements. L'électricité ne résout pas tous les problèmes. Il y a un énorme oubli aussi dans ce que tu cites, Adrien, c'est que ça concerne que l'électrique, c'est une chose. Donc, faut l'élargir. Et ça ne concerne que le vélo majoritairement. Donc, on parle bien des primes d'aide à l'achat qui sont locales, que les villes octroient, et puis il y a le forfait mobilité durable qui sont plutôt d'ordre national, qui sont dans la loi de la LOM, et qui sont une aide qui est accompagnée par les entreprises, qui est du coup pas obligatoire. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et ça ne concerne que les vélos et le covoiturage et tout ce qui est location. Il n'y a rien sur sport d'achat pour les collaborateurs qui souhaitent aussi acheter, pour lequel l'entreprise peut accompagner. Donc, on oublie les mobilités qui ne sont pas électriques, on oublie les moyens de déplacement personnels tels que les trottinettes ou trottinettes électriques, voilà, qui doivent être concernés aussi à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et ça, c'est ultra important. Et dans l'obligation, pour moi, la notion d'obligatoire, j'aime pas trop la notion de contrainte. Si on doit y mettre une contrainte, il faut qu'on puisse aussi favoriser cette contrainte. Si on doit rendre obligatoire le forfait mobilité durable que les entreprises payent à leurs collaborateurs, il faut aussi qu'elles aient un avantage fiscal. Et ça, c'est important parce que, ça permet d'élargir le fait que les entreprises accompagnent le financement de la mobilité de leurs collaborateurs. Et ça, c'est important parce que c'est un accès à l'emploi. C'est permettre aussi à des emplois et à des personnes de pouvoir investir parce que, effectivement, un vélo, c'est cher. Je crois, le prix moyen, c'est de 1 500 euros. Donc, une aide ou le forfait 1700 peut aider, mais le prix moyen d'une trottinette électrique, c'est dans les 400 euros. 400 euros, il faut aussi les sortir, hein. C'est pas accessible pour tout le monde. Donc aussi une aide ou que le forfait soit élargi aussi à ces gens-là, ça permet à beaucoup de gens d'avoir la possibilité d'acheter ces engins et d'avoir des moyens de mobilité qui sont accompagnés soit par la ville, soit par leur entreprise. Voilà, pour venir. J'insiste sur ce point-là parce que l'accès à l'emploi est quand même essentiel. Beaucoup d'entreprises souffrent de recrutement parce que leur position géographique permet pas à beaucoup de personnes ou de potentiels recrutements d'accéder à l'entreprise. Donc, accompagner la mobilité des collaborateurs ou des futurs candidats qui sont recrutés, c'est un élément qui est essentiel. C'est favoriser l'accès à l'emploi. Et ce qu'on vit actuellement, tous ces changements et d'avoir cette possibilité d'élargir et de rendre accessible au plus grand nombre grâce à ces aides, c'est de créer toute cette condition que la mobilité en trottinette, en engin de déplacement ou en vélo, ce soit à la fois une réponse sanitaire qu'on vit actuellement, mais une réponse aussi environnementale, c'est se déplacer de façon plus vertueuse, et c'est aussi une réponse sociale en permettant l'accès à l'emploi. Et c'est un vrai sujet. On voit, pour finir sur les entreprises, on voit qu'il y a une forte demande d'achat de vélos pour les employés.
qui est une société qui s'appelle Team, qui aujourd'hui propose des vélos en leasing. Et il y a de plus en plus de gens avec d'entreprises avec cette situation post-Covid qui va favoriser un petit peu l'usage de vélos. Donc ça, c'est aussi un point qu'on n'a pas parlé. On n'a pas trop parlé des transports en commun. Exactement. Comment vous voyez un petit peu cette situation post-Covid? On est censé la semaine prochaine, normalement, en tous les cas pour les zones vertes, pouvoir se déplacer. Comment vous voyez un petit peu le monde de demain, si on devait faire une petite transition, parce qu'il y a encore quelques questions et il y aura la partie sondage aussi, mais j'aimerais bien qu'on aborde cette partie monde d'après et puis la mobilité urbaine dès la semaine prochaine. Si tu veux, je peux répondre sur les questions. Déjà, à partir du 11 mai, il va y avoir une réduction de l'offre par rapport à d'habitude. Dans certaines villes où les transports en commun ne sont pas forcément très utilisés, c'est pas forcément dramatique, j'ai envie de dire. Dans une région comme par exemple l'Île-de-France, où chaque jour il y a 5 millions de personnes qui prennent les transports en commun, ça pose davantage de problèmes. Et ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est à terme quel impact aura cette grève sur les habitudes de déplacement finalement des citadins. Parce que quand on se déplace pour aller au travail, il y a une forme de routine. Quand on prend la voiture tous les jours, en fait, on se pose pas forcément la question de se dire tiens, je vais essayer aujourd'hui un autre mode de transport. Quand on prend le métro tous les jours, en fait, il y a un côté vraiment routinier où on se dit pas tiens, aujourd'hui je vais prendre le vélo. Là, en fait, il y a une crise qui est totalement hors norme, des transports en commun qui risquent d'être un peu redoutés, et ça va être vraiment intéressant de voir en fait comment va s'effectuer ce qu'on appelle le report modal. Et tout à l'heure, on parlait par exemple du vélo. Ce qui est intéressant, c'est que les études sociologiques montrent en général que les utilisateurs du vélo utilisateurs des transports en commun. Donc, je pense qu'en fait, il va y avoir une espèce de shift de certains utilisateurs des transports en commun vers le vélo. Et une des grandes questions qui se posera, c'est est-ce que ce report sera durable ou pas? Est-ce que après avoir fait du vélo pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, les gens vont continuer à utiliser massivement ce mode de transport, ou est-ce que justement, quand, et on le souhaite tous, la situation sanitaire s'améliorera et où on ne redoutera pas forcément de prendre les transports en commun, du vélo pendant cette période vont finalement retourner dans le RER ou retourner dans le métro pour aller au travail. Damien, est-ce que demain, quand tu vas reprendre, alors tu vas prendre le train pour venir, comment tu as envie? Probablement. Je pense qu'il faut savoir distinguer les phases. Il y a la phase 11 mai et il y a l'après-Covid. La phase 11 mai n'est pas l'après-Covid, à mon humble avis. Effectivement, la phase 11 mai, on va avoir une baisse drastique du transport en commun. Ça semble assez prévisible. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va revenir vers du transport individuel, je l'espère, du transport individuel propre. Et ce changement de mode de transport peut finalement rester plus tard. Maintenant, il y a le côté, je suis tout à fait d'accord avec Adrien, il y a le côté routinier du transport domicile-travail qui fait que si cette habitude elle arrive à être prise sur le long terme, c'est bien. Mais là, on parle vraiment de l'urbain. Quelqu'un qui habite même sur Paris, qui habite à Marne-la-Vallée et qui va travailler tous les jours dans le centre de Paris, il ne peut pas le faire en vélo. Donc, ce que j'espère, c'est que s'il prend l'habitude de prendre son véhicule personnel à partir du 11 mai, il ne gardera pas non plus cette routine-là. Je ne pense pas sincèrement, vu les coûts, vu les difficultés. Donc, je pense vraiment que ce côté individualisation du transport va être une phase. Et l'après-Covid, on reviendra, quand on aura un retour à la confiance, on reviendra au transport en commun avec une part de la population qui utilisera à côté le vélo et qui sera flexible finalement dans sa mobilité, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous finalement. Moi, je suis un utilisateur de vélo. Quand il pleut, je vais prendre le métro. Et je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont adopter cette flexibilité finalement quand ils en ont l'opportunité. Sur un beaucoup plus long terme, quand on aura un vrai retour à la confiance et que tout ceci sera derrière nous le plus rapidement, je l'espère. Fabrice, de ton côté, comment tu vois un petit peu ce développement, cette mutation? On parlait aussi, je voulais revenir sur le sujet des pistes cyclables, parce que c'est européen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment toutes les villes européennes depuis quelques mois ont déjà mis en place deux sujets qui sont assez intéressants. On reprend Paris, un axe comme la partie rue de Rivoli, où potentiellement, je crois que c'est Jump qui proposait d'avoir une piste cyclable tout au long du. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui ridicules ou au contraire, selon vous, bienveillantes?
Je vous la pose à tous les trois. Hein. Ouais, moi, j'ai un avis plutôt, c'est bienveillant parce que c'est favoriser aussi des modes et des continuités de mobilité différentes. Hein. On a l'exemple d'Amsterdam ou certaines grandes villes au nord de l'Europe qui ont rendu aussi exclusives certaines voies pour du cyclable. Donc ça, c'est pour répondre juste à ta question, Romain, là sur ce sujet. Concernant le demain, effectivement, il y aura des changements de comportement. Évidemment, dès qu'il y aura un retour à la confiance sanitaire, que les transports en commun vont reprendre de la masse, parce que c'est du masse déplacement et qui répond aussi à des besoins et des besoins aussi économiques. Moi, j'espère que le travail qui est fait, et je suis plutôt confiant là-dessus, sur l'aménagement temporaire des voies cyclables, va permettre à beaucoup de personnes qui ne se sentaient pas en confiance de pouvoir circuler différemment et dans les conditions, parce qu'on parlait de météo, effectivement, parfois, on utilise son engin parce que les conditions le permettent, et puis parfois, on va prendre les transports en commun parce que les conditions sont pas favorables. Mais en tout cas, l'aménagement, pour moi, c'est vertueux. C'est ce qui va permettre de faciliter, de sécuriser les différents usages. Et j'aime bien, et ça, faut le retenir quand même, c'est que je trouve que la démarche, elle est plutôt vertueuse de traiter le sujet sur une phase temporaire. Et pourquoi ? Parce que cette phase temporaire et d'aménagement rapide, elle permettra d'expérimenter et d'avoir cette agilité pour voir ce qui fonctionne bien de ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve que là-dessus, la démarche est plutôt dans le bon sens, justement, pour ensuite réorienter vers une évolution d'aménagement qui réponde plus à des besoins. Parce qu'effectivement, on aura certainement des cas où l'aménagement n'a pas été bien pensé, mais sa capacité à évoluer sera d'autant plus rapide parce qu'elle aura été dans une phase de test. Donc, je suis plutôt confiant sur le futur. Je pense qu'on vit une évolution des changements de comportement. On aura un retour aussi d'anciens comportements, mais on est quand même sur une accélération qui va s'orienter sur des modes doux, quel que soit l'engin. Un petit point important quand même, parce que aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs. Pour parler un peu de technologie et start-up, nous aujourd'hui, c'est ce que Cosmo représente. On essaie d'optimiser la sécurité de tous les usagers de la route. Comment vous voyez un petit peu l'évolution on voit arriver un certain nombre de plus en plus de vélos intelligents, rassurants, connectés. Il y a une grosse actualité. Il y a le VanMoof, il y a le Cowboy pour ne citer que. Il y a bien sûr Marc Simoncini qui a annoncé un super vélo qui s'appelle Angel Bike. Au niveau sécurité, au niveau technologie, peut-être toi, Adrien, dans un premier temps, tu parles avec un certain nombre d'acteurs de la mobilité de start-up. Est-ce que ces start-up aussi auront un enjeu pour sécuriser de mieux en mieux les usagers? Et puis, est-ce qu'elles vont travailler avec les collectivités? Ce sera peut-être plus une question pour Damien après, pour rendre les routes plus sécures. Ouais, ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution du vélo qui est assez fascinante. En fait, quand vous regardez l'histoire du vélo, les modèles qui étaient utilisés au tout début du XXe siècle et ceux qu'on utilisait ne serait-ce qu'au milieu des années 90 n'ont pas beaucoup évolué. Et en fait, avec l'arrivée des modèles électriques, on voit une première évolution majeure parce que on peut faire peut-être plus facilement des déplacements un petit peu plus longs. Et là, on a de plus en plus de connectivité finalement sur les vélos parce que on a des écrans qui arrivent sur les vélos et de plus en plus, le vélo devient le prolongement du téléphone portable. Quand vous parliez tout à l'heure de VanMoof ou du vélo de en fait, ça va se faire avec une application qui vous donne des informations sur vos déplacements, sur les calories que vous avez pu brûler, sur le nombre de kilomètres que vous avez pu faire. Et tout à l'heure, on parlait aussi de la sécurisation, par exemple, des vélos. Un acteur comme VanMoof, par exemple, si vous faites voler votre vélo, l'entreprise s'engage contractuellement à faire des recherches pour le retrouver, en fait. Il y a des vélos, par exemple, c'est le cas de celui en fait, vous pouvez bloquer votre vélo à distance s'il est volé, par exemple. Donc, en fait, c'est intéressant de voir comment cette technologie s'intègre à un mode de transport qui a été créé au 19e siècle et finalement qui n'avait pas beaucoup évolué pendant 100 ans et qui, là, est en train de se transformer. Après, on parle de vélos qui valent assez cher. La plupart des vélos pour les déplacements du quotidien, ça peut être des vélos tout à fait lambda, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir à 3 000 € pour circuler dans les rues de Lille ou de Strasbourg. Un bon vélo classique de 300-400 € peut faire tout à fait l'affaire. Et du coup, juste pour finir là-dessus, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs, est-ce que les vélos plus
sécurisé, voilà, un vélo comme ceux qu'on vient de citer, puisque tu seras voilà, plus en sécurité que les vélos que tu avais il y a 10-15 ans. Et donc, du coup, en gros, d'encourager les gens à faire du vélo, mais parce que maintenant, voilà, c'est comme quand tu faisais du ski il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, tu as des skis beaucoup plus performants, beaucoup plus sécurisants. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on peut aller dans cette direction-là? Ouais, si, je pense. En fait, cette semaine, les chiffres, par exemple, du marché du vélo sont sortis et on a vu deux choses vraiment intéressantes. La première, c'est la poursuite de la croissance du vélo électrique. Ça se voit depuis 5-6 ans maintenant, il y a une vraie accélération des vélos électriques. Et de manière générale, en fait, on a vu une autre chose qui était vraiment intéressante, c'est l'augmentation du prix moyen d'achat des vélos, qu'il s'agisse des vélos électriques ou des vélos mécaniques. En fait, ça veut dire que les gens sont même prêts à investir finalement dans du bon matériel. Et forcément, quand vous achetez un vélo mécanique qui coûte 700 €, bah, il vous offre davantage de sécurité que le vélo à 150 €, qui a des mauvais freins ou une chaîne qui est pas forcément de bonne qualité, etc. Vous achetez un beau vélo avec un moyeu interne, bah, en fait, ça vous offre beaucoup plus de confort aussi. Et en fait, ça, je trouve que c'est un signal qui est plutôt intéressant parce que quand vous mettez 1700 € pour un vélo électrique, c'est le prix moyen aujourd'hui d'achat d'un vélo électrique en France. Hein. On est à 1749 €. Ça veut dire que vous êtes prêt quand même à faire un investissement sur le long terme. Et en fait, ça pose aussi la question, et j'en parlais tout à l'heure aussi, du stationnement. Quand vous avez dépenser 600 € pour un vélo mécanique ou 1700 € pour un vélo électrique, vous êtes en droit d'attendre aussi de la part des collectivités qu'elles mettent en place des parkings sécurisés parce que le vol, c'est un énorme problème. Et tout à l'heure, monsieur le député parlait par exemple du marquage. Ça permet effectivement de plus facilement retrouver un vélo quand il a été volé. Ça, je pense que c'est un aspect important, par exemple, du plan vélo qui avait été voté il y a 2 ans. Et puis, il faut, de manière plus générale, que la police soit peut-être plus active dans ses recherches quand il y a des vols de vélo. Si demain je me fais voler ma Citroën C4, je pense que assez facilement il va y avoir des recherches faites pour retrouver ce véhicule qui a été volé. Si je me fais voler un vélo électrique à 2000 ou 3000 €, en fait, je suis pas sûr que les recherches soient aussi poussées. Et encore une fois, le vol, tout comme le stationnement, ce sont vraiment deux freins énormes pour le développement du vélo en France. Et quand vous allez dans des pays très cyclables comme les Pays-Bas ou le Danemark, si vous allez à la gare d'Utrecht, il y a des parkings incroyablement modernes pour stationner en toute sécurité son vélo. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts même à payer pour avoir un stationnement de qualité. Pour vous donner un exemple très concret, moi j'ai un appartement à Paris et j'habite au 5e étage. Je monte chaque jour mon vélo au 5e étage. Bon, parce que j'aime le vélo et je suis prêt à faire cet effort. Mais pour plein de gens, en fait, le fait de ne pas avoir un parking sécurisé dans son immeuble, c'est un énorme frein. Et c'est aussi pour ça, je pense que dans les grandes villes, il y a de la place pour les offres en libre service parce que à Paris, si vous n'avez pas votre propre vélo, vous pouvez aller presque dans n'importe quel quartier et louer facilement un Vélib ou un modèle Jump qui est le service de vélo d'Uber. Et c'est pas pour rien finalement qu'il y a des vélos en libre service plutôt dans les grandes villes, hein, c'est parce que dans les grandes villes plus qu'ailleurs, c'est plus compliqué de stocker son propre vélo. Damien, comment tu vois un petit peu cette évolution technologique? Est-ce que demain, pour reprendre un peu le sens de ma question au début, est-ce que demain, des startups peuvent potentiellement t'aider à améliorer, j'ai envie de dire, la sécurité des usagers dans les villes? Je prends l'exemple il y a pas mal d'applications comme GeoVélo qui permettent de connaître un petit peu mieux ton trajet. Peut-être que nous, on travaille aussi chez Cosmo pour identifier les zones d'accidentologie. De dire, tiens, à tel endroit, il y a eu 3 accidents à tel coin, donc il faudrait peut-être changer un petit peu la voirie. Comment demain, vous êtes à l'écoute ou en tous les cas en contact avec ces startups pour essayer de sécuriser le mieux possible les cyclistes? Alors, plutôt que de faire le constat, moi, je vais donner ma vision parce que je ne suis pas élu local et là, c'est vraiment une question d'élu local. Pour moi, il est clair que les startups et les collectivités locales doivent travailler ensemble, et notamment sur la question de la donnée. Et en réalité, c'est la question qui est la plus centrale. On parlait tout à l'heure de l'installation des voies cyclables et des priorités qui sont données aux voies cyclables en termes de lieux où elles sont installées dans les villes. Sur cette question-là, justement, l'objectif, le rôle plutôt, des startups, pour moi, doit être de transmettre les données, les flux de circulation
Et ça peut être un travail qui est fait en commun avec les opérateurs de free floating, mais aussi avec des géovélos ou autres, ou avec vous, pour connaître vraiment les flux de circulation à vélo et permettre ensuite aux collectivités d'adapter et de faire du sur-mesure, mais qui soit réellement performant et qu'un euro investi soit efficient et permette d'avoir un vrai plus en matière de sécurité, plutôt que d'aller mettre, parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de vélos sur une voie, plutôt que d'aller la mettre sur celle-ci. Et ensuite, il y a une question intéressante tout à l'heure, c'est une petite idée, hein, Oui. justement le fait qu'à l'image de Waze, par exemple, on puisse sur une application vélo demain signaler un point noir et que ce soit transmis à la collectivité territoriale. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça vraiment, moi en tant qu'utilisateur, je me dis ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un petit bouton, on dit attention, là il y a un nid de poule, c'est ultra dangereux, encore plus quand on est en trottinette qu'en vélo. On développe sur les prochaines fonctionnalités de l'app Cosmo. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Voilà, c'est un petit appel. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir développer cela. Non, écoute, super. Écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Il y a pas mal de questions. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, donc c'est génial. On a beaucoup de monde. On en a répondu à quelques-unes. Il y a des sujets qui tiennent un petit peu à cœur. Bon, alors bien sûr, on parle de sécurité. Je vais vous prendre. Soyez libre aussi de choisir la question de votre choix. Hop. Je reprends un peu les premières parce que c'est vrai que là, le BSR, on a répondu. L'effet Covid, oui, donc ça, pardon. Je reprends un petit peu. Tiens, je vais en prendre une dernière. Pardon. Alors, hâte de voir le nombre d'usagers augmenter parce que existe-t-il une appli type Waze pour les trottinettes? Alors, justement, ça, on vient d'en parler. Nathalie Délin nous dit la mobilité abordée aujourd'hui est très axée sur les deux roues. Est-il prévu dans la LOM de réfléchir à l'arrivée d'un véhicule autonome? Voilà. Fabrice. Oui. J'ai pas la réponse, je suis désolé. Aujourd'hui, je peux parler qu'au titre des engins de micromobilité. À ce jour, il n'y a pas encore des engins micromobilité autonomes. Donc, il y a déjà une difficulté sur les voitures autonomes. Donc, bon. Sur la LOM, et pas que sur la LOM, d'ailleurs, on avait commencé dès la loi Pacte à faciliter l'expérimentation des véhicules autonomes. Sur la LOM, on a été encore un petit peu plus loin sur les questions de données, notamment de transmission des données des véhicules autonomes. Donc vraiment, on a le cadre qui est vraiment prêt pour pouvoir développer le véhicule autonome. Après, c'est juste aux collectivités de se saisir de cela. Il y a eu un petit peu d'argent qui avait été injecté par l'État, mais aujourd'hui, on sait en fait… Ce qu'on recherche surtout, c'est plusieurs cas d'usage. Le cas d'usage classique du véhicule autonome sur une voie dédiée telle qu'on a à la Défense, on sait que ça marche. Il n'y a pas de problème. Enfin, ça marche plus ou moins. Il y a parfois quelques problèmes, mais globalement, ça marche. Donc, ça peut être dupliqué à peu près partout. Reste à voir après le coût, le modèle économique, comment on le finance, etc. Ça, c'est une autre question. Il y a déjà des expérimentations qui existent, Damien, sur des bus autonomes, il me semble. Tout à fait. Ouais, sur des navettes autonomes, on a déjà des expérimentations qu'on a permis. Après, on a le cas d'usage où là, on est sur un véhicule qui est totalement intégré à la circulation et qui doit prendre des décisions de manière tout à fait autonome. Ce cas-là, on ne le connaît pas encore. On a encore toujours des opérateurs dans les véhicules autonomes et qui fait que, bon, il y a un problème technique, c'est comment on évolue. Et puis après, il y a le problème réglementaire aussi sur l'évolution de la circulation qui doit s'adapter aussi à ces véhicules autonomes. Et il y a aussi toute une question derrière qui, là, touche directement à l'ONU avec la Convention de Vienne, notamment, qui est en train d'évoluer actuellement sur ce point. Voilà pour le véhicule autonome. Ok, on va reprendre des sondages. Chacun d'entre vous avait posé quelques questions. Il y a des sondages hyper intéressants. Vous pouvez voir sur l'onglet sondages, notamment un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Êtes-vous pour ou contre le fait de conserver les pistes cyclables mises en place temporairement par les villes au-delà de la crise sanitaire? À 93%, vous êtes pour. Donc effectivement, on peut imaginer que si on touche un petit peu à avoir des pistes plus sécurisées et plus grandes, ça va être compliqué de revenir en arrière. Donc Fabrice, pour ton côté temporaire, ça va être compliqué un petit peu le retour en arrière, non? Je ne comprends pas la question côté temporaire, c'est-à-dire?
Non, parce que les pistes cyclables, tu sais que c'est bien qu'on est temporaire. Et tu disais, c'est bien que ça reste temporaire pour pouvoir expérimenter un petit peu. Mais j'ai envie de dire que visiblement, les gens pensent que ça doit rester définitif. Ouais. Mes propos n'étaient pas là-dessus. Hein. Je pense que le temporaire est juste favorable à être agile pour évoluer une version définitive qui soit plus aboutie. Si à un moment donné, ce qui a été mis en place de façon temporaire ne répond pas totalement, elle a l'avantage d'être temporaire et donc d'évoluer dans le bon sens vers du définitif. Mes propos étaient plutôt là-dessus. Quel moyen de transport comptez-vous utiliser à la sortie du confinement? Eh ben, vous êtes 50%, 3% à parler du vélo personnel et que 13% de transport en commun. Alors, bien sûr, il faudra prendre en considération un petit peu les contextes des uns et des autres. 11% pour la marche. Bon, je pense que les gens aussi ont envie de refaire du vélo, du sport, de marcher et de profiter, comme vous le disiez tous, de la période qui, en même temps, est intéressante. Si on était au mois de novembre ou décembre, ce serait peut-être un petit peu différent. Pour parler de cette période de novembre-décembre, Adrien, sur la période des grèves, c'est clair que ça a été un gros boost pour la découverte. En tous les cas, les gens se sont remis à faire du vélo. Moi, j'ai plein de monde qui autour de nous sont remis à faire du vélo et des trottinettes. Et là, j'ai le sentiment encore que ça va continuer. On a des gens qui disent, j'ai envie que d'une chose. J'ai plein de gens autour de moi qui achètent des vélos, qui se mettent à acheter des vélos. Est-ce que tu penses que les chiffres de l'année prochaine, ça va être quoi, à peu près multiplié par 2, par 3? Alors, c'est sûr qu'il y a un contexte qui va être particulier. C'est compliqué à dire. De manière générale, il y a quand même une dynamique vélo dans les grandes villes de France à l'œuvre depuis plusieurs années. Quand vous regardez ce qui se passe à Bordeaux, à Grenoble, à Strasbourg, à Paris, entreprises de cyclistes, effectivement, lors de la grève dans les transports publics, on a vu notamment à Paris, parce que la grève a surtout touché l'Île-de-France, qui est très dépendante du transport en commun, on a vu effectivement un nombre sans doute record de cyclistes dans Paris depuis très, 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 très longtemps. Il faudra voir en fait dans les prochains jours s'il y a un tel nombre de cyclistes, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a pas mal d'entreprises qui continuent malgré tout à conseiller à leurs salariés de faire du télétravail. Donc, je pense que de manière générale, il va y avoir une baisse des déplacements, tout mode confondu. Parce que si vous avez ne serait-ce que 15, 20, 25% des habitants d'Île-de-France qui continuent à faire du télétravail, il y aura quand même, a priori, moins de déplacements qu'en temps normal. Mais je pense effectivement, on risque quand même de voir quand même pas mal de vélos, parce que moi, j'ai été contacté par pas mal d'entreprises qui me disent on signe des contrats, par exemple, avec des sociétés qui mettent à disposition de leurs salariés des vélos de fonction, par exemple, ou des trottinettes de fonction. Ça, c'est un marché qui va se développer. Je sais que j'ai pas mal discuté aussi avec des industriels du vélo. Plus tard qu'hier, je discutais avec le responsable d'un magasin cyclable, qui est une des grandes enseignes de France de vélo. Il me disait, là, on prend commande. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, en prévision du 11 mai, soit font réparer leur vélo, soit on achète un nouveau. Et il faudra voir, encore une fois, dans les prochaines semaines, si ça se concrétise. Mais il y a quand même de bonnes chances de penser qu'on va vivre un peu un moment vélo, parce que quand vous savez qu'il y a 12 millions de trajets faits en transport en commun, par exemple, faits chaque jour normalement dans l'Île-de-France, il y aura forcément un report vers d'autres modes de transport, et donc ça va profiter, j'imagine, au vélo. Et puis, je pense que les opérateurs aussi de vélos en libre-service se préparent aussi. Par exemple, Vélib, à l'heure actuelle, avait une flotte à peu près de 16 000 vélos dans les rues de Paris et de la grande couronne parisienne, parce que maintenant Vélib c'est quand même pas mal étendu à la banlieue. Là, ils préparent par exemple 19 000 vélos en prévision du confinement. Et on a vu, ça me permet de faire le lien entre la grève de décembre et aujourd'hui, on a vu que le vélo en libre-service en fait était quand même assez résilient finalement quand il y a un très très fort usage, parce que si vous utilisez un vélo Vélib, par exemple à Paris, et notamment les modèles électriques, en fait, dès que vous mettez votre vélo à une borne, il est rechargé automatiquement, en fait. Et en fait, on a vu, par exemple en décembre, que le concurrent de Vélib, qui est Jump, en fait, très très vite, les vélos étaient très très utilisés et se déchargeaient. Et d'un point de vue logistique, c'était devenu extrêmement compliqué pour Jump ou pour les autres opérateurs de recharger en temps et en heure les véhicules. Et puis, de manière générale, si on voit comme en décembre dernier un vrai retour en fait de l'utilisation de ces véhicules en libre-service, il va se poser aussi la question de la maintenance, parce que
les véhicules en libre service ont vocation naturellement à être loués plusieurs fois par jour. Mais c'est pas du tout la même chose d'être loué 3 ou 4 fois par jour que d'être loué 12 ou 15 fois par jour. Et on a vu que par exemple, Vélib, en décembre, au fur et à mesure que la grève avançait dans le temps, en fait, la flotte de vélos diminuait parce qu'en fait, Vélib n'était pas forcément capable de réparer en temps en heure les modèles de vélos qui étaient endommagés. Donc ça sera un des gros enjeux dans les prochains jours. Et puis, il y a un enjeu qui sera aussi sanitaire parce que les opérateurs vont devoir nettoyer les vélos en libre-service ou nettoyer plus fréquemment les scooters en libre-service ou les trottinettes électriques en libre-service. Ça requiert de faire des investissements pour nettoyer les véhicules. Il faut acheter du produit. Il faut assez régulièrement que les véhicules retournent dans les entrepôts pour pouvoir faire ces opérations et de maintenance et de nettoyage. Donc, ça va être un gros défi pour les opérateurs de mobilité en libre-service. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs, qu'il s'agisse du vélo, des scooters, des trottinettes en libre-service dans les grandes villes, qui attendent aussi le déconfinement parce que il y a une forte saisonnalité dans le libre-service. On utilise beaucoup plus facilement un vélo en libre-service en avril, en mai, en juin quand il fait beau qu'en novembre et en décembre. Et en fait, le confinement est arrivé quasiment au pire des moments pour les opérateurs de micromobilité parce qu'on est arrivé début mars, début avril, des périodes qui sont hyper stratégiques parce que c'est un des mois de l'année ou des mois de l'année où il y a un usage très fort. Et en fait, là, ils ont vu leur fréquentation chuter de façon vertigineuse. Et la plupart des opérateurs, d'ailleurs, ont arrêté totalement. On a arrêté, oui. Bien sûr. Il y a quelques opérateurs qui ont maintenu, mais à une échelle très limitée, leur service. Oui. Donc, en fait, en termes de revenus, ça va leur porter un énorme coup dur. Et donc, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une forte demande pour compenser, entre guillemets, la perte de revenus liée aux 2 derniers mois. C'est ce qu'on a eu avec le premier webinaire. On avait eu Henri Moissinac, le CEO de DOT, et Fleureuse, CEO de CityScoot, et qui était relativement optimiste pour les jours et les mois à venir. Parce que les gens auront envie de sortir, auront envie de faire du vélo, de la trottinette ou du scooter électrique. Alors, ils ont pris des mesures pour pouvoir s'assurer que à chaque fois les véhicules seraient propres. Bon, pour un scooter, il faut des gants, mais il est pas impensable d'imaginer voir des gens. Alors, je vous pose la question, demain, le vélo post-confinement, avec toutes les histoires de masques, etc. Peut-être plus pour Damien. Est-ce que demain, on va voir des gens en vélo avec des masques, avec des gants? Comment c'est la recommandation pour toi? Alors, à ce jour, à ma connaissance, j'ai pas vu en tout cas de recommandation. On en a vraiment pour les transports en commun, notamment avec des limitations aussi sur le nombre de personnes à 50% dans les transports en commun. Après, encore une fois, c'est une question de bon sens. Le minimum semble être, à mes yeux, en tout cas, de se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique avant et après utilisation du véhicule. Le masque, il va servir à se protéger du Covid, mais pas que. Il peut aussi servir à se protéger des particules fines qui sont émises par les véhicules qui circulent en même temps que vous, et il peut avoir son importance à ce moment-là. Et les gants, pourquoi pas également. Moi, je sais que je resterai à titre personnel plutôt sur le côté de nettoyer les mains avant et après utilisation, y compris même de mon vélo personnel. Toi, Adrien, tu penses que tu vas avoir des gens avec des masques en vélo dans Paris? Ouais, je pense que c'est ce qui se dessine. De toute façon, on va devoir apprendre pendant une période indéterminée pour l'instant à vivre un peu différemment. Et on verra forcément plus de piétons ou de cyclistes ou de trotteurs qui porteront un masque. Je pense que c'est du bon sens en période de crise sanitaire de respecter ces gestes barrières. On a échangé pas mal sur ce que serait le monde de demain. On parle de mobilité douce. Pour finir un petit peu sur une note un petit peu positive, votre vision des prochains mois. Alors, malheureusement, c'est vrai que le contexte fera qu'on navigue tous un petit peu à vue et on doit être un petit peu alerté sur tout ce qui se passe. Il y a tellement d'informations qui surgissent tous les jours et toutes les semaines. Et Damien, si je devais te dire un petit peu comment tu vois les prochains mois se dessiner. Alors, je ne parle pas d'une éventuelle deuxième vague, on n'est pas là pour parler de ça, mais comment voilà, selon toi, comment tu envisages un petit peu
les prochaines semaines. Alors, il y aura un été aussi qui va être compliqué. On ne nous encourage pas forcément à voyager. Donc, peut-être qu'il y aura justement encore plus d'utilisateurs de vélos et de trottinettes. Là-dessus. À mes yeux, derrière chaque crise, il y a toujours des opportunités, sincèrement. Et donc, il va y avoir des opportunités après. Je ne parle pas de la période des confinements, je parle vraiment d'après, quand tout cela va être derrière nous, justement de faire évoluer les choses, de faire changer les choses et de faire en sorte que finalement ce monde de demain, il ne soit pas pire que le monde d'hier, parce que c'est la crainte. Réellement, il y a aussi un risque, on l'a dit dès le départ, que après la crise, on revienne au monde d'avant qui soit encore plus amplifié. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Donc, on doit faire en sorte que ce monde de demain, il soit plus vertueux que le monde d'hier. Après, c'est extrêmement difficile. On va probablement passer par une crise économique, et je suis désolé, je ne suis pas optimiste pour le coup, mais qui va être assez dramatique. Des entreprises vont fermer, il faut s'y attendre. Donc, comment on reconstruit derrière et dans quelle logique on reconstruit? À mes yeux, il faut être vraiment dans une logique vertueuse, une logique beaucoup plus durable, que ce soit en matière d'énergie, comme en matière de construction, comme en matière d'économie. C'est les réflexions qu'on a et on va plutôt dans ce sens-là, je l'espère en tout cas pour demain. Ça n'empêche pas, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui parlait des financements et des aides qu'on a pu accorder, par exemple à Air France. Oui, certes, parce qu'on est aussi conscient que malgré cela, demain, l'usager, il utilisera toujours l'avion et qu'on préfère peut-être qu'il utilise de l'Air France ou on crée de l'emploi en France et que on peut aussi un peu contrôler quand même, et c'est pour ça qu'Air France a pris des engagements aussi en matière écologique, plutôt qu'il aille prendre une autre compagnie aérienne, puisque de toute façon il en prendra une sur elle qui n'emploie pas en France, qui parfois paie même pas de taxes en France et sur lesquelles on n'a aucun contrôle, qui utilisent des vieux avions et qui polluent encore plus que nos avions. Donc c'est aussi pour ça qu'on offre des aides parfois à des industries qui peuvent paraître polluantes, et je comprends que nos concitoyens n'y comprennent pas grand-chose parfois. C'est tout à fait compréhensible, mais vraiment, sur la question qui nous intéresse, je pense qu'on est vraiment à un moment charnière, et si le vélo, si les nouvelles mobilités, et notamment les mobilités actives, mais pas que, peuvent développer et décoller, c'est maintenant, je pense, fondamentalement. Je suis d'accord. Fabrice. Je profite pour prendre la parole. Je suis assez d'accord, même si le court terme paraît un peu négatif, avec une crise économique qui se profile et des grosses difficultés pour les entreprises. Tu évoquais le tourisme. Moi, je suis plutôt assez optimiste parce que on a quand même un effort solidaire et il y a tout un collectif qui se met en place. Voilà, c'est un peu comme une situation d'après-guerre, ce qu'on vit actuellement. Et tous les sujets qu'on voit sont quand même dans de l'accompagnement d'entreprise, dans de l'accompagnement individuel, dans de l'accompagnement qui favorise des mobilités plus actives. C'est quand même le cœur des sujets qu'on vit tous les jours, qu'on vit dans les médias. Et c'est quand même des conditions qui sont quand même favorables pour que tout le monde soit dans ces sujets-là. Donc, et comme le disait Damien, souvent il y a toujours un contexte favorable et d'opportunités après une crise. Dans ces conditions, on parle de ces accompagnements, c'est une chose, mais on parle aussi de souveraineté. Et je pense qu'il y a un terrain aussi, ou en tout cas un terreau favorable pour une économie, une industrie vertueuse qui soit du Made in France. Faut pas avoir peur de le dire, c'est important. En tout cas, ce retour-là, et qui soit accompagné et favorisé aussi par le gouvernement, est une bonne chose. Et pour moi, c'est un terrain optimiste. Et je le vois plutôt très positivement. Même si on aura une période court terme qui sera un peu compliquée pour tout le monde, mais c'est un mal pour un bien, pour agir vers des nouvelles entreprises, des nouvelles industries qu'on peut imaginer au-delà des startups qui ont déjà œuvré, qui sont en prémisse, Cosmo Connected en fait partie, pour traiter des nouveaux sujets qui ne sont pas forcément que l'automobile, parce qu'on en parle beaucoup aussi. Mais il y a plein de belles choses qui peuvent être racontées avec la qualité française et le talent français. Nickel. Écoute, Adrien, pour finir, un petit mot, une petite analyse. Je pense que les mobilités actives avaient de l'avenir avant le Covid, et elles en auront encore plus après le Covid. Enfin, je voudrais juste rappeler un chiffre. On parle de mobilité. Le transport, c'est à peu près 30% des émissions de CO2 en France. Donc, si on veut gagner la bataille contre le climat,
il va falloir qu'on décarbone les transports. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour ça. Il faut qu'on propose des véhicules qui soient beaucoup plus sobres. Et que ce soit le vélo, la trottinette, le gyropode, la gyroroue, peu importe, ce sont des moyens de transport qui sont quand même assez vertueux écologiquement, qui permettent de se déplacer de façon assez efficace en ville, qui sont silencieux. Enfin, bref, c'est des véhicules qui cochent quand même beaucoup de cases pour gagner cette bataille contre le climat, parce que là, on parle de crise sanitaire, mais demain, il y a la bataille contre le climat qu'il faudra sans doute mener, et ça requiert des efforts considérables. Et évidemment que ces véhicules, ils font partie de la solution. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes qu'avec des vélos. Hein. Effectivement, le mass transit, c'est fondamental et on aura besoin du transport en commun qui transporte des millions de personnes chaque jour. Oui. On espère vraiment que ça reviendra assez vite. Hein. Mais clairement, en appoint, toutes ces nouvelles mobilités sont assez pertinentes et pour moi, elles ont de l'avenir. Après, moi, par exemple, j'ai pas mal écrit sur le free floating. Peut-être que certains opérateurs ne passeront pas la crise, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le free floating, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg et qu'au-delà des quelques opérateurs qu'on peut voir à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., il y a surtout en fait, des Français qui achètent leurs propres véhicules de micromobilité. Et en fait, ce marché, selon moi, va continuer dans les prochaines années. Hein. Non, écoute, merci. Écoutez, merci à tous les trois. Je pense que ça fait du bien d'entendre, je pense aussi, enfin, de parler vélo, de parler un petit peu d'actualité, surtout parler du futur un petit peu, allez, optimiste, parce que c'est vrai que tout ça nous permet d'engager, de voir l'avenir d'un meilleur, j'ai envie de dire, c'est un meilleur jour. On a besoin de sortir, on a besoin de se changer les idées. On espère qu'on pourra tous le faire très très rapidement. En sécurité, donc continuer de faire du vélo, de la trotte et toutes les autres engins techniques, mais en sécurité. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci Fabrice, c'est un échange hyper intéressant. Donc, il y a eu beaucoup de questions, on a été plus de 200, on vous enverra, voilà, on aura la possibilité de voir le replay. On continuera nous nos webinaires dès la semaine prochaine, on communiquera la date. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'être restés bien confinés, en bonne sécurité, en bonne santé surtout, et de pouvoir sortir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous chez vous. Exactement. Bonne journée à tous. Et bon appétit, Merci. comme voilà, c'est l'heure de revoir. manger. Salut, merci à tous. Bonne journée.